comprends que ce silence invite au début de la conférence. J'avais déjà constaté la fois dernière avec le président Larcher. Alors, je vous remercie à la fois de ce message et de cette discipline. Essayer de laisser, il y a toujours des gens qui arrivent un peu en retard, qui vont s'installer discrètement, mais de leur faire de la place parce que l'amphithéâtre est plein. On est tous très heureux. Je salue ceux qui nous suivent à distance. Je sais qu'ils sont ce soir également nombreux de recevoir Olivier Schmitt pour cette première conférence en réalité du cycle. La première, c'était la rurale, mais la première avec laquelle on aborde la question de la thématique, plus précisément, même si le président Larcher l'avait fait également dans son propos plus général, la problématique des alliances militaires et du futur des alliances militaires. Olivier Schmitt a aujourd'hui rejoint en 2025 le Collège royal de défense du Danemark. Il a été depuis 2019 professeur au Centre pour les War Studies de l'Université du Sud-Danemark. Il a été, vous le savez aussi, directeur des études à l'IHEDN de 2022. Il est toujours, je crois, chercheur associé à la RAND. Oui, tu me confirmes, hein, et également professeur associé au collège de l'OTAN. Je regarde, oui. Ah. Il est un des membres fondateurs, et je me souviens d'ailleurs de l'avoir accueilli au SGDSN. C'est une initiative bienvenue de l'AEGS, c'est-à-dire l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie, et qui fait partie, comme cette chaire, comme d'autres initiatives, de la volonté de consolider dans le paysage universitaire français ces études stratégiques et de défense, et notamment de promouvoir de jeunes chercheurs. J'aurais dû dire qu'avant, il est passé dans ses études à Sciences Po Ex, à King's College. Donc, voilà, brièvement résumé ta carrière universitaire avec des travaux qui ont fait ta réputation, notamment la question des alliances, mais évidemment pas seulement, à sens plus général en matière d'études stratégiques. Et d'ailleurs, ton dernier ouvrage paru cette année au PUF, Préparer la guerre, stratégie, innovation et puissance militaire à l'époque contemporaine, montre justement l'élargissement de tous tes champs de recherche. Évidemment, je dois citer le fait que tu as contribué comme auteur au chapitre 7, Guerre sans frontières, un ouvrage collectif que j'ai le plaisir de diriger, Guerre sans frontières, et avec d'autres chercheurs français comme toi. Je pense à Élie Tenenbaum, qui vient aussi souvent ici, à Corentin Brusselin et à beaucoup d'autres. Cette génération, au fond, des quarantenaires qui, aujourd'hui, incarnent toute la vitalité des études de défense en France, mais aussi, tu en es le cas, de leur rayonnement à l'étranger. Je disais lundi dernier, les alliances, une question de cours en matière d'études stratégiques, tant c'est un passage obligé pour réfléchir aux problématiques des conflits, aux problématiques de la sécurité collective. Je crois que dans une recension, dans un de tes articles, tu as indiqué que depuis 1815, qu'on décomptait au moins, jusqu'à aujourd'hui, je vais actualiser le chiffre, à peu près 650 projets ou alliances militaires constatées, beaucoup en Europe, mais aussi sur les divers continents. On sait que cette question des alliances, à toutes les époques, elle s'est trouvée exprimée, que dans l'Antiquité, on a les premiers modèles, notamment avec la Ligue de Délos, d'une alliance qui n'est pas simplement une coalition militaire contre ou une coalition pour faire la guerre, mais une alliance constituée de temps de paix, de gens qui, au-delà des problématiques de leur sécurité, partagent aussi des valeurs communes. On y viendra, j'imagine, forcément, de la question de cours aux travaux pratiques et en particulier aux problématiques que posent aujourd'hui à l'OTAN, à l'Union européenne, des révisions assez majeures. Elles sont pour l'instant oratoires, elles sont très sonores, du président Trump qui
mettent d'une certaine manière à défi cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette alliance, qui était peut-être l'expression la plus aboutie d'une alliance par sa durée, 75 ans, par son extension historique permanente jusqu'aux deux récentes avec l'intégration de la Finlande et de la Suède à 32 membres. Mais je le disais, je crois aussi la fois dernière, je ne sais pas si l'expression est de toi, je te l'attribuais, alors on fait comme si elle était de toi, mais c'était un carré d'as, quoi. C'est-à-dire le carré de pique, c'est-à-dire l'alliance militaire contre un ennemi, l'alliance de carreau, c'est-à-dire la nécessité de partager, de mettre des moyens en commun, l'alliance de trèfle, c'est-à-dire une alliance fondée sur des standards, sur la standardisation des équipements, de la norme, etc., mais surtout une alliance de cœur. Et une alliance qui impliquait le partage de valeurs communes. Et ça, je suis sûr que c'est dans tes écrits, parce que tu fais un travail précis et tu vas à la recherche des sources. Et tu rappelais qu'on retrouvait dans les premiers télégrammes du Foreign Office, dans le Foreign Affairs, dans les échanges avec les États-Unis dans les années 48-49, l'idée que cette alliance, elle devait être une alliance qui était fondée sur les libertés civiles, sur la défense des droits de l'homme, sur une conception juridique de partage des valeurs démocratiques. Et évidemment, aujourd'hui, non seulement on se demande quelles sont les valeurs qui sont partagées par le président des États-Unis et qu'il a en commun avec nous, mais aussi on voit défier ce pacte de sécurité collective qui passe par le respect d'abord des frontières et des souverainetés de chacun des membres. Comme tu es au Danemark, je suis sûr qu'on va te poser une question sur le Groenland et sans plus tarder, je te passe immédiatement la parole en te redisant combien on est heureux de t'avoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans cet amphithéâtre et de pouvoir vous parler ce soir. Et merci d'être venu m'écouter, que ce soit ici ou à distance. Donc effectivement, tu disais, Louis, que la question des alliances, c'est un peu une question de cours sur les questions stratégiques, mais c'est pas complètement par hasard non plus. Il y a dans le livre Strategy de Lawrence Friedman, il ouvre son introduction en disant qu'en fait, il y a 3 grands comportements stratégiques qu'on retrouve à peu près en tout temps et en tout lieu, qui sont premièrement l'utilisation stratégique de la force, donc l'idée qu'on va utiliser la force pour atteindre ses objectifs. Le deuxième comportement qu'on retrouve à peu près partout et tout le temps, c'est la ruse. Et le troisième, c'est les alliances, où s'il y a un déséquilibre des forces à un endroit ou à un autre, on va essayer de trouver des partenaires ou des alliés. Et donc, c'est un comportement stratégique qu'on retrouve non seulement chez les êtres humains, mais aussi chez nos cousins, d'autres primates évolués, où on voit certains grands singes, notamment, qui ont un comportement d'alliance quand des groupes adverses s'affrontent. Ils vont essayer de créer ce phénomène de coalition pour accumuler de la puissance. Donc, les alliances, c'est vraiment un comportement stratégique fondamental et qui irrigue d'ailleurs une partie de notre imaginaire culturel. J'aime bien prendre l'exemple de l'Iliade en réalité, parce que donc l'Iliade, Muse chante la colère d'Achille et ainsi de suite. Mais en réalité, on peut aussi lire l'Iliade comme un problème de coordination au sein d'une coalition, où les Achéens, et notamment Agamemnon, ont une gestion de l'alliance qui est problématique, puisque Agamemnon récupère et prend Briséis, qui est le grand amour d'Achille, et du coup Achille arrête de se battre, et c'est un problème pour la manière dont les Achéens conduisent leurs opérations militaires, et finalement c'est tout l'enjeu de Patrocle d'essayer de finalement convaincre Achille de revenir au combat. Et il y a un autre aspect de l'Iliade qui est aussi intéressant, que j'avais un peu oublié, j'avoue, qui est que les Troyens eux-mêmes ont aussi des alliés, et que la manière dont les Troyens et les Achéens gèrent leur alliance, c'est un des enjeux, ou en tout cas c'est une des dimensions de l'évolution du conflit. Donc on voit bien que même, j'allais dire, dans ce qui est probablement le
poème culturel fondamental de ce qu'on pourrait appeler une forme de civilisation occidentale. En réalité, au cœur de ce poème, il y a non seulement la colère d'Achille, donc la notion même de héros, mais se pose aussi la question de la coopération militaire. Et c'est pas seulement occidental, hein, si on prend le récit de la guerre des Trois Royaumes, qui est un peu, alors je vais faire très vite, mais c'est l'équivalent chinois de l'Iliade, mais on retrouve les mêmes dynamiques où des héros s'affrontent et dans une dynamique assez régulière de créer des alliances, de trahison. Donc on voit bien dans cette transnationalité du poème guerrier, les alliances sont au cœur des enjeux qui sont abordés. Et en fait, je pense qu'on pourrait écrire une histoire de la politique internationale à partir de l'histoire des alliances, et elle serait probablement assez complète, parce que c'est un enjeu tout à fait fondamental. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, c'est aborder deux concepts, fiabilité et crédibilité, qui pour moi sont au cœur de la manière dont on peut essayer de comprendre et analyser la vie politique des alliances, leur effet stratégique sur le système international et la manière dont les États, entre eux, coopèrent ou pas. Et mon idée, c'était d'essayer d'éviter autant que possible, en tout cas dans la première partie de la présentation, le commentaire d'actualité. Parce qu'évidemment, on pense tous à l'OTAN, on pense tous au Groenland, on pense tous à un ensemble d'enjeux. Et ce que je voudrais essayer de faire dans les, disons, 30, 40 prochaines minutes, c'est justement essayer de prendre un petit peu de recul, réfléchir à comment est-ce qu'on peut penser ces enjeux dans la longue durée à partir des concepts de fiabilité et de crédibilité. Et ensuite, je vous promets qu'on fera un petit peu de commentaires d'actualité. On va aborder un certain nombre de questions contemporaines. Le but étant d'essayer de montrer comment, en réalité, ces concepts aident réellement à penser les situations immédiates. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur la métaphore du carré d'as des alliances. Je dois dire qu'elle n'est pas de moi, mais je sais de qui elle est. Elle est de Jean-Vincent Hollande et Marie Robin, dans un article de la revue Inflexion. Donc, je veux leur donner crédit pour ce qui est une excellente métaphore. Alors, je vais partir sur quelques concepts, enfin, quelques rappels fondamentaux de ce qu'est une alliance. Et voilà, pour montrer l'importance de la fiabilité et de la crédibilité. Alors, une alliance, c'est une définition classique, une association formelle ou informelle d'États s'accordant sur l'emploi ou la menace d'emploi de la force dans des circonstances précises contre des acteurs extérieurs à l'alliance. Et en fait, c'est important, l'ensemble des termes de cette définition, parce que ça permet de distinguer l'alliance d'autres formes de coopération militaire. Ça permet de distinguer l'alliance de la coalition. La coalition, en général, est contre un adversaire particulier. Elle a une temporalité qui est censée être plus limitée, là où l'alliance est censée avoir une durée de vie un peu plus importante. Donc, il y a une distinction à la fois de temporalité et d'objet entre l'alliance et la coalition, même si, en pratique, on voit dans les opérations militaires plus récentes qu'il y a un enchevêtrement entre la dimension coalition et la dimension alliance. Pensez à l'intervention en Afghanistan qui était autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par une coalition, la Force internationale d'assistance à la sécurité, qui regroupait 50 États. Mais cette coalition était elle-même pilotée par l'OTAN, une alliance. Et donc, évidemment, le fonctionnement de la coalition était largement déterminé par le fonctionnement de l'alliance lui-même. On a eu le même phénomène en Libye, hein, où il y a eu une coalition au sein d'une alliance qui a eu lieu. Mais conceptuellement, on peut distinguer alliance et coalition de cette manière. Ça permet aussi de distinguer l'alliance d'autres formes de coopération qui sont les organisations de sécurité collective. Par exemple, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a comme objet d'essayer de mettre à la même table des acteurs qui ont des visions très différentes de leurs enjeux de sécurité. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça va de Vancouver à Vladivostok, parce qu'effectivement, il y a le Canada, les États-Unis, jusqu'à la Russie. Mais le but de l'Organisation de sécurité collective, c'est de regarder à l'intérieur. On essaie de gérer les problèmes à l'intérieur de l'organisation. L'alliance est dirigée vers l'extérieur. Elle est dirigée vers un acteur extérieur. A priori, on verra avec Donald Trump, mais a priori, on n'est pas censé se battre à l'intérieur de l'alliance elle-même. Et ça permet aussi de distinguer d'autres formes plus ad hoc de coopération de défense.
Par exemple, les transferts d'armement peuvent se faire dans le cadre d'une alliance, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'il y a un transfert d'armement qu'il y a nécessairement une alliance derrière. On peut parfois entendre la France a transféré des armes à l'Arabie Saoudite, il y a une alliance entre les deux pays. Non, c'est une impropriété. Il y a une coopération de défense qui peut arriver. Il peut y avoir d'autres formes de coopération de défense, comme l'entraînement des forces militaires d'un pays partenaire. Ça n'en fait pas nécessairement une alliance pour autant, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'accord sur la manière dont on va employer la force ensemble contre quelqu'un d'autre. Donc le but, c'est l'alliance, c'est une des formes de coopération de défense. Ce n'est pas toutes les coopérations de défense, et c'est une forme de coopération qui est tournée vers l'extérieur et qui vise à mettre ensemble des États qui s'accordent sur les conditions d'emploi de la force. Ça, c'est la définition générale. Ensuite, les alliances ont évidemment plusieurs fonctions. Elles servent à plusieurs choses. La première, c'est, la fonction mousquetaire, un pour tous, tous pour un. On est censé agréger des capacités militaires. C'est pour ça qu'on fait une alliance, a priori. C'est parce que tout seul, on ne se trouve pas assez fort. On essaie de trouver des petits copains. Et à plusieurs, on est censé être plus fort que tout seul. Une deuxième fonction, un peu plus institutionnelle, qui est celle de la coordination de la planification militaire. Ça, c'est une fonction qui est en réalité relativement récente dans l'histoire des alliances. Imaginez que les alliances qui se battent contre Napoléon, par exemple, en réalité, le grand degré de coordination, c'est on se retrouve tel jour à telle heure sur le champ de bataille, et ensuite, chaque membre de l'alliance conduisait le combat dans son coin. Mais il n'y avait pas de planification militaire commune, il n'y avait pas de planification intégrée. Le caractère de la guerre qui a évolué au cours du XXe siècle et qui est, magnifié au cours de la Seconde Guerre mondiale, montre qu'il y a une accélération du tempo des opérations, une accélération du volume des opérations et une augmentation du volume de feu sur le champ de bataille. Et l'une des grandes leçons de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en réalité, avec l'accélération du tempo des opérations, il s'agit plus seulement de dire on se retrouve tel jour à telle heure sur le champ de bataille, déjà parce que les fronts sont infiniment plus grands que durant la guerre napoléonienne, mais l'enjeu, c'est de s'assurer qu'avant que la guerre elle-même ait lieu, on a un ensemble de plans de défense qui sont coordonnés en commun. Et les deux grandes alliances de post-Seconde Guerre mondiale, qui sont évidemment l'OTAN et le Pacte de Varsovie, vont avoir cette fonction intégratrice. L'OTAN, très tôt, développe une planification de défense commune, et le Pacte de Varsovie, à partir de 1955, va faire la même chose. L'idée étant pas seulement d'avoir un accord politique entre États, mais de progressivement faire converger les planifications de défense avec un degré d'intégration entre les différentes forces armées qui est lié aux besoins militaires alors en fait, on a besoin d'aller beaucoup plus vite. On ne peut pas juste dire on va se retrouver tel jour, telle heure sur le champ de bataille. Une troisième fonction politique des alliances, celle-ci, c'est que les alliances ont tendance à formaliser les hiérarchies au sein du système international. Pareil, je reprends l'exemple du Pacte de Varsovie et de l'OTAN. Ce sont deux alliances, je vais y revenir après, mais ce sont deux alliances asymétriques dans lesquelles il y a à chaque fois un grand acteur et des petits acteurs autour. Et la manière dont les alliances fonctionnent servent à naturaliser en quelque sorte ces hiérarchies de puissance au sein du système international. Et ça, c'est important de le garder en mémoire pour comprendre ce qui, selon moi, est en train de se passer en ce moment aux États-Unis et la perception de l'alliance du président Trump. Il y a une fonction on rend évident la symétrie de puissance. Et la quatrième fonction des alliances, qui est aussi stratégique, celle-là, pas seulement politique, c'est, tant qu'à faire, de dissuader les agressions potentielles. Et c'est lié à la première. Si on agrège les capacités militaires de manière suffisante, si notre coordination est suffisamment importante, a priori, un acteur extérieur va se dire c'est peut-être pas une super idée d'attaquer telle alliance parce que leur puissance militaire est bien trop importante. Et cette fonction de dissuasion, c'est là-dedans qu'en réalité, on introduit les notions de crédibilité et de fiabilité. Mais je vais y revenir. Et cette fonction de dissuasion est vraiment importante et c'est celle-là qui explique pourquoi la crédibilité et la fiabilité sont des enjeux importants de la vie des alliances.
Alors, on parlait des chiffres tout à l'heure. J'avais fait quelques petits calculs. Il y a eu 687 alliances qui ont été créées entre 1815 et 2018. En moyenne, ces alliances ont 3 membres. Donc, ce sont des petites alliances. Il n'y a pas un grand nombre d'alliés, avec une durée de vie de à peu près 10 ans, un petit peu moins de 10 ans en moyenne. Ça, c'est la distribution standard de à quoi ressemble une alliance depuis le 19e siècle. Rien qu'en vous donnant ces chiffres, vous vous rendez compte à quel point l'OTAN est une alliance littéralement exceptionnelle au sens où c'est l'exception. C'est une exception en termes de longévité, puisqu'on est à plus de 75 ans maintenant. C'est une exception en termes de nombre de membres, où on est à plus d'une trentaine. Et c'est quelque chose c'est un message que j'aime bien faire passer, mais qu'il faut toujours garder en tête. En réalité, on ne peut pas projeter ce qui se passe au sein de l'OTAN sur le fonctionnement des autres alliances. Parce que l'OTAN, en réalité, c'est une alliance extrêmement bizarre dans son fonctionnement, bizarre au sens de exceptionnel. Ce n'est pas une alliance normale au sens de la distribution statistique. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête parce que, comme en fait, on est membre de l'OTAN depuis 1949, que c'est le mode de fonctionnement normal maintenant des armées occidentales, on a tendance à projeter le fait que toute autre alliance doit ressembler à l'OTAN. En fait, pas du tout. L'OTAN est très bizarre de ce point de vue-là. Ce qu'on peut observer dans les chiffres, donc j'ai repris les créations et les fins d'alliances depuis 1815, c'est qu'on a une grande stabilité des alliances après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est certainement lié à la distribution du système international lui-même, où on a 2 superpuissances, donc les États-Unis et l'URSS, qui en fait organisent l'espace international autour d'elles, à la fois du point de vue militaire, en créant leur réseau d'alliances, donc évidemment l'URSS avec le pacte de Varsovie et des partenariats avec un certain nombre de pays non alignés, et ainsi de suite. Les États-Unis avec l'OTAN en Europe et des réseaux bilatéraux d'alliances en Asie, le Japon, la Corée du Sud, etc. Donc, ces 2 superpuissances organisent le système international à la fois du point de vue stratégique, mais aussi en termes de sphère économique. Il y a eu une forme d'intégration des marchés occidentaux au sens large qui se conduit à partir des années 50 et qui culmine évidemment avec la fin de la guerre froide. Mais évidemment, l'URSS avait aussi comme fonction d'organisation de son espace économique autour de l'idée communiste. Donc, ces 2 grandes puissances vraiment servent d'organisateurs stratégiques et économiques, ce qui explique probablement la stabilité des alliances. Mais on peut observer, par exemple, que dès qu'il y a un changement de système international, de configuration du système international, il y a un grand nombre d'alliances qui disparaissent et de nouvelles alliances qui se créent. Et c'est particulièrement clair avec le pic bleu que vous voyez, qui est en fait 90-91. Implosion du pacte de Varsovie, et il y a tout un ensemble de nouvelles petites alliances qui se créent. Donc, chaque fois que vous avez des pics sur le graphique, ça correspond à un changement de configuration des rapports de force au sein du système international. Et ces changements de systèmes internationaux se traduisent par une reconfiguration et une réorganisation des alliances existantes. Et enfin, je voudrais finir par une distinction un peu conceptuelle qui existe très souvent dans la littérature sur les alliances symétriques et asymétriques. C'est dans le nom. Les alliances symétriques, c'est des alliances dans lesquelles les États membres ont une puissance à peu près comparable. Et asymétrique, c'est quand il y a un qui est beaucoup plus fort que les autres, donc en primus inter pares. Et avec une collègue, Lucie Libero-Sudreau, on a aussi essayé d'introduire une distinction entre alliances asymétriques libérales et coercitives, où la différence étant évidemment l'OTAN et le pacte de Varsovie, où l'OTAN fonctionnait principalement sur des incitations collectives avec une asymétrie de puissance entre les États-Unis et les autres États membres, évidemment, mais qui n'a jamais fonctionné sur la coercition directe. Là où le pacte de Varsovie, évidemment, invasion de la Tchécoslovaquie, invasion de la Hongrie, quand un allié ne se comportait pas comme prévu,
la puissance dominante n'avait strictement aucun problème à intervenir par la force. Et l'une de mes hypothèses, mais on pourra y revenir actuelle, c'est est-ce que je me demande si on n'est pas en train de voir une évolution actuelle de l'OTAN en nouveau pacte de Varsovie, dans le sens où la puissance dominante, en l'occurrence les États-Unis, se sent désormais sans aucune contrainte pour imposer, y compris par la force potentiellement, ces options à ses alliés. Mais encore une fois, on pourra y revenir plus tard. Je voulais juste introduire cette distinction entre alliance asymétrique libérale et coercitive. Alors, crédibilité et fiabilité, parce que là, jusque-là, j'en ai pas encore parlé, et c'est censé être quand même le cœur de la conférence, donc bon, il faut quand même un peu introduire les termes à un moment. Donc la crédibilité, c'est la perception par l'extérieur qu'une alliance dispose des capacités et de la volonté nécessaires à l'emploi de la force. En réalité, c'est un signal qui est envoyé à l'extérieur qu'on va effectivement employer la force dans des conditions prévues. Comme je vous disais, la crédibilité est fondamentale à la notion de dissuasion. Vous ne pouvez pas dissuader si vous êtes crédible. Ce n'est pas différent de la dissuasion nucléaire. On sait conceptuellement dans la doctrine française, mais pas que française, que dans les doctrines de dissuasion nucléaire, la dimension de crédibilité est tout à fait importante. Là, ce n'est pas différent. On est toujours dans une logique de dissuasion, donc d'envoyer un signal de puissance, de capacité et de résolution pour empêcher, ou en tout cas dissuader un adversaire de faire ce qu'il a envie de faire. La fiabilité, c'est différent. La fiabilité, c'est effectivement si l'alliance entre dans un conflit, est-ce que réellement ces États membres vont défendre leurs petits copains et leurs petits partenaires? Est-ce que l'alliance est fiable en tant que telle une fois qu'elle est testée? Donc vous pouvez, en principe, avoir une alliance qui est perçue comme crédible, mais qui se révèle pas fiable, ou une alliance perçue comme peu crédible, mais qui en fait se révèle fiable, ou alors une alliance qui n'est pas crédible et pas fiable, et une alliance crédible et fiable. Voilà. Mais les deux sont différents. En gros, la crédibilité, elle est un peu perçue par les extérieurs. La fiabilité, c'est réellement la vie politique interne de l'alliance. Alors, on a un certain nombre de travaux qui ont étudié en détail les facteurs qui rendent les alliances plus crédibles ou non. Donc, je vous disais, la crédibilité d'une alliance, ou d'une alliance avec un S, pardon, il y a une petite coquille, donc ça conditionne son potentiel de dissuasion. Mais les facteurs qui renforcent la crédibilité d'une alliance sont: est-ce qu'il y a des coûts de réputation a priori? Et en fait, on se rend compte que les alliances dans lesquelles les États membres prennent des engagements réguliers les uns envers les autres, notamment des engagements écrits sous la forme de traités, par exemple, en général sont perçus comme beaucoup plus crédibles, parce qu'il y a un coût de réputation à ne pas honorer son engagement quand il a été communiqué à l'extérieur. Et on voit aussi, c'est une étude un peu plus récente, où les régimes politiques, où les dirigeants ont potentiellement un coût politique, peuvent souffrir politiquement de l'abandon d'un allié, donc souvent les régimes démocratiques, ont tendance à être perçus comme plus crédibles. Donc ça, c'est la première catégorie de crédibilisation d'une alliance, c'est est-ce qu'il y a des coûts de réputation à ne pas respecter ses engagements? Si les coûts de réputation sont élevés, l'alliance a tendance à être plus crédible. La deuxième condition facteur qui renforce la crédibilité d'une alliance, c'est la présence de coûts irrécupérables, donc les sunk costs. Et c'est particulièrement clair dans des alliances où il y a un fort degré d'institutionnalisation du fonctionnement de l'alliance. Et clairement, l'OTAN, c'est une alliance qui est extrêmement institutionnalisée, dans le sens où ce n'est pas juste des chefs d'État qui se regroupent une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour discuter. Il y a toute une bureaucratie derrière qui fonctionne avec un degré de confiance en réalité entre les États qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire. Et ça fait partie, j'allais dire, des coûts irrécupérables. Si on quitte l'OTAN, ce sont des coûts qui ont été engagés qu'on ne peut pas récupérer derrière. Et on sait que quand il y a des coûts irrécupérables, on a les alliés vont avoir plus tendance à honorer leurs engagements, donc l'alliance devient plus crédible. Par contre, il y a des facteurs qui diminuent la crédibilité d'une alliance. Le premier, c'est le temps. Plus une alliance dure, moins elle a de chances de refléter la réalité des rapports de force et des rapports politiques entre les alliés. Et
On se rend compte, hein, dans les études, que plus une alliance est longue, moins elle a tendance à être perçue comme crédible, parce que les institutions de l'alliance ne reflètent plus nécessairement les rapports de force réels à un instant T. La deuxième facteur qui a tendance à diminuer la crédibilité d'une alliance, c'est la manière dont elle va gérer ce qu'on appelle le hasard moral d'une alliance. Alors, qu'est-ce que c'est le hasard moral d'une alliance? Dans une alliance, il y a toujours un enjeu fondamental qui est que les alliés ont deux peurs principales. La première, c'est que s'ils se retrouvent dans un conflit, est-ce que leurs petits copains vont venir avec eux? Première peur fondamentale, c'est la peur de l'abandon. La deuxième peur fondamentale, c'est la peur de l'engagement non voulu. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une alliance avec un autre État qui a des idées un petit peu idiotes, qui décide d'attaquer son voisin. Et donc, par le mécanisme d'alliance, vous vous retrouvez vous-même impliqué dans le conflit lui-même. Ça, ce sont les deux risques. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont censés permettre de gérer et empêcher ces risques de se réaliser. Au sein de l'OTAN, par exemple, on empêche le risque on est censé réduire le risque de l'engagement non voulu par le fait que dans les critères d'adhésion à l'Alliance, il y a l'une des conditions est que les États qui candidatent à rejoindre l'OTAN ont résolu leurs problèmes frontaliers, pour justement éviter l'idée qu'un État rejoint l'Alliance pour bénéficier de la protection de tout le monde, et boum, d'un seul coup, ils décident d'attaquer leurs voisins pour récupérer leur territoire ancestral qui a été volé par je ne sais pas qui. Ça, c'est une manière de gérer le hasard moral. En tout cas, la peur de l'engagement. La manière dont on essaie de gérer la peur de l'abandon, c'est en montrant un engagement avec du skin in the game, n'est-ce pas? Quand les États-Unis ou les États européens déploient des troupes dans les États baltes, c'est un moyen de dire nous aussi, on est concernés par ce qui se passe, et donc du coup, on ne va pas vous abandonner, parce que si les Russes vous attaquent, nos troupes sont là aussi, et donc du coup, on est aussi impliqués. Ça, ce sont des mécanismes qui sont censés gérer ce hasard moral des alliances. Mais historiquement, ce n'est pas du tout toutes les alliances qui ont ce même type de mécanisme. Et si la gestion de l'alliance a tendance à renforcer ces dilemmes au lieu de les réduire, du coup, l'alliance est moins crédible. Et le troisième problème, mais ça qui est plus temporel, c'est le dilemme de sécurité. C'est-à-dire que la création d'une alliance renforce la peur ou la crainte des voisins, des partenaires. Et on se rend compte que notamment ce dilemme de sécurité est particulièrement intense lors des premières années de la création de l'alliance, parce que les voisins ne savent pas si l'alliance va être offensive contre eux ou pas. Mais ensuite, il y a un mécanisme d'apprentissage qui a lieu. Si effectivement les voisins voient que l'alliance n'est pas offensive, en réalité, ensuite, un modus vivendi est trouvé. Et ces trois dimensions, le temps, les modalités de gestion de l'alliance et le dilemme de sécurité, ont tendance à affaiblir la crédibilité d'une alliance. Donc juste pour synthétiser, les facteurs qui renforcent la crédibilité d'une alliance, c'est les coûts de réputation et le degré d'institutionnalisation, et qui les affaiblissent, c'est le temps, le hasard moral et le dilemme de sécurité. Ensuite, on passe à la fiabilité, c'est-à-dire que quand est-ce qu'une alliance est testée, comment est-ce qu'on se comporte? Alors on se rend compte qu'entre 1816 et 1944, les Alliés remplissent leurs obligations dans 75% des cas, ce qui est quand même plutôt pas mal. Dans 3/4 des cas, les Alliés viennent vraiment en défense. Mais seulement dans 22% entre 1945 et 2003. Donc dans les alliances qui ont été testées entre 1945 et 2003, c'est seulement dans 22% des cas que les Alliés sont venus au secours. Alors, évidemment, il y a certainement un biais d'observation, dans le sens où probablement que les alliances qui ont été engagées dans un conflit étaient probablement déjà pas perçues comme crédibles. Donc, si elles n'étaient pas crédibles, peut-être qu'effectivement, il y avait une raison pour laquelle elles n'étaient pas crédibles. En plus, elles n'étaient pas fiables. Donc, elles ont été testées parce qu'elles n'étaient pas crédibles. Ça ne nous dit pas quelque chose sur les alliances qui n'ont pas été testées. Mais de ce qu'on peut observer, ça, ce sont les chiffres qui ressortent. Un autre enjeu, par contre, qui montre que finalement, une alliance, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, c'est qu'il y a une corrélation importante entre le nombre d'alliés dans une alliance et la probabilité de victoire.
En gros, plus on a d'alliés, plus on se rend compte qu'il y a une probabilité de victoire au final. Donc, le mécanisme d'agrégation des capacités, il fonctionne en pratique. Les raisons pour lesquelles on crée une alliance, en fait, ça marche. C'est on agrège la puissance. Ça, c'est probabilité de victoire à la guerre. Et non seulement une alliance, plus elle est importante, plus elle a de probabilité de victoire, mais on se rend compte que dans les batailles elles-mêmes, les coalitions remportent leurs batailles dans 59% des cas, donc plus de la moitié des cas, pas trop mal. Et c'est dans 89% des cas dans une coalition où les États-Unis sont présents. Donc il y a un énorme facteur puissance militaire américaine sur les probabilités de victoire dans une bataille. Ce qui explique aussi pourquoi il y a un tel degré, j'allais dire, d'attraction en quelque sorte. C'est parce que c'était pas forcément un mauvais deal d'être allié des États-Unis. Non seulement on avait plus de chances de remporter une guerre, mais en plus on avait plus de chances de remporter une bataille. Donc c'était pas forcément une mauvaise idée. Et le dernier point, c'est que les alliés sont en fait régulièrement dans un processus de vérification de si leurs intérêts mutuels sont toujours convergents ou pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est on demande des démonstrations régulières de convergence des intérêts. Et c'est comme ça que les alliés s'évaluent mutuellement sur le fait de ouais, en fait, lui, je peux lui faire confiance et lui, peut-être pas forcément. Donc, il y a toujours une dimension politique interne des alliances où il y a un test régulier. On demande des preuves d'amour, hein, en quelque sorte, de manière assez régulière. Maintenant, j'ai fini la partie, j'allais dire, la plus conceptuelle, où je voulais vous présenter ces grandes dimensions de la crédibilité et de la fiabilité pour que vous ayez ces notions en tête avant de passer aux enjeux contemporains. Et je voudrais aborder en fait un certain nombre d'enjeux contemporains. Le premier, c'est l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC. Ensuite, on va parler rapidement de la nouvelle alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Ensuite, je voudrais parler des alliances américaines en Asie. Et enfin, on finira par l'OTAN, puisque c'est probablement ce qui intéresse un certain nombre de gens. Et à chaque fois, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer d'appliquer ce dont je vous ai parlé, ces critères de crédibilité et de fiabilité, aux enjeux contemporains pour vous montrer que en fait, c'est pas inutile pour réfléchir ce qui se passe. Alors, commençons par l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, qui est en réalité la tentative russe de sauver ce qu'ils ont pu sauver du pacte de Varsovie après la chute de l'URSS, qui aujourd'hui comporte comme membres l'Arménie, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, qui avait d'autres membres, dont l'Azerbaïdjan, qui ont quitté l'Alliance en 2002, si je dis plus de bêtises, et qui fonctionne en réalité comme un moyen pour la Russie de maintenir une influence militaire et diplomatique importante dans ce qu'on appelle ou appelé l'espace post-soviétique. Le terme n'est pas forcément le terme est un peu passé, mais en principe c'est une alliance militaire dans le sens où il y a un engagement de défense mutuelle entre les membres. Et donc, si on applique un petit peu les grilles dont j'ai parlé en termes de crédibilité, donc ce sont tous des régimes autoritaires ou plus ou moins autoritaires à divers degrés. Donc, ce sont des régimes qui ont des coûts de réputation faibles. C'est-à-dire que s'ils abandonnent leurs alliés, les dirigeants politiques ne vont pas forcément souffrir de conséquences de la part de leur population. C'est une alliance qui est aussi faiblement institutionnalisée, dans le sens où il n'y a pas d'équivalent d'un secrétariat général de l'OTAN, il n'y a pas d'équivalent de processus de planification commune de l'OTAN. Et son fonctionnement est fortement dépendant, ou en tout cas lié, à l'évolution du pouvoir relatif de la Russie dans la zone. Donc, je vous ai dit au début que les alliances ont souvent comme fonction de naturaliser les relations de pouvoir entre leurs membres. Là, clairement, le fonctionnement politique de l'OTSC est assez lié à l'évolution du pouvoir relatif de la Russie. Donc, en termes de crédibilité, a priori, on peut se dire c'est pas forcément l'alliance la plus crédible en termes d'engagement de défense mutuelle si l'un des membres est attaqué. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé donc, je vais dire le test réel, en quelque sorte, c'est la fiabilité.
Alors, il y a eu un soutien formel au Kazakhstan lors des émeutes de 2022. Donc, l'Alliance a en réalité fonctionné comme une force de police interne à la région. Donc, pas contre une agression extérieure, mais en réalité comme une forme de soutien au régime local. Par contre, il y a eu un abandon complet de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Ce qui est assez révélateur du fait que l'Azerbaïdjan ne considéraient pas que l'OTSC était une alliance crédible. Ils n'ont eu aucun complexe à attaquer l'Arménie et très certainement que dans leur planification militaire, ils n'ont même pas envisagé le fait que des forces de l'OTSC viendraient en soutien de l'Arménie, ce qui tend à montrer qu'ils ne considéraient pas l'alliance comme étant crédible. Effectivement, l'alliance s'est révélée très peu fiable, puisque ça a même créé des enjeux politiques, puisque après la première attaque de 2021, si je ne dis pas de bêtises, l'Arménie a menacé de quitter l'OTSC et a très explicitement dit que c'était à cause du manque de soutien des alliés. Et en 2023, lors de la dernière offensive, il ne s'est encore une fois rien passé. Donc il y a eu un clair abandon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres de l'OTSC en tant qu'organisation n'a pris aucune position vis-à-vis de l'agression russe contre l'Ukraine. Donc même si la Russie présente la guerre contre l'Ukraine comme une guerre défensive, parce qu'il y a les méchants nazis otaniens qui risquaient d'envahir Moscou, je ne fais pas le film, hein, vous le connaissez, l'OTSC en tant qu'organisation est restée extrêmement discrète sur la question. Il y a des États qui ont, notamment la Biélorussie en réalité, hein, qui a fortement soutenu la Russie, mais les autres membres, notamment Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan, sont été extrêmement silencieux, ce qui a tendance à montrer que le fonctionnement général de l'Alliance est beaucoup plus, encore une fois, comme je le disais, lié au pouvoir relatif de la Russie d'imposer ses décisions aux autres membres, plutôt qu'à une forme de solidarité réelle. Et quand elle est testée, on voit bien que même quand il s'agit de la Russie, il n'y a pas un soutien énorme. Alors, Russie, Corée du Nord. Ça, c'est un cas qui est, à mon avis, intéressant et enfin, les autres le sont aussi. Mais comme c'est une alliance qui est très récente, c'est intéressant d'y réfléchir de manière un petit peu structurée. A priori, on se dit deux régimes autoritaires, coup de réputation faible, s'ils s'abandonnent mutuellement, ni Poutine ni Kim Jong-un vont en souffrir politiquement. Voilà, bon. Est-ce qu'elle est très crédible? Pareil, il n'y a pas une grande institutionnalisation. Par contre, c'est une alliance qui est récente, extrêmement récente. Et on peut donc, a priori, se dire que les mécanismes de coordination reflètent la réalité politique des relations entre les deux États. Et le fait que ce soit une alliance récente, très clairement, ça renforce sa crédibilité dans le sens où on ne signe pas un traité d'alliance pour immédiatement ne pas le respecter 6 mois plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en termes de fiabilité, puisque l'alliance a été mise en œuvre très rapidement, avec un déploiement de troupes nord-coréennes et un engagement contre l'Ukraine. Alors, il y a eu des informations un petit peu contradictoires. On ne savait pas s'ils étaient engagés principalement dans la région de Koursk, donc cette partie de la Russie qui a été occupée, qui est toujours occupée par l'Ukraine. A priori, c'est là qu'ils étaient principalement concentrés. Mais c'est quand même un engagement significatif. Enfin, si en 2020, je pense que personne en 2020 ne se disait qu'il y aurait en 2024 ou 2025 des troupes nord-coréennes en Russie. Alors, je veux dire, faut être honnête, hein. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire qu'il y a un degré de fiabilité pour l'instant de l'alliance qui est réel, qui est démontré et qui signifie une forme de solidité de cette relation et sur laquelle il va falloir compter avec attention dans le futur. Donc clairement, à mon avis, c'est pas du tout c'est pas du tout un coup d'opportunité. Je pense qu'il y a une véritable volonté mutuelle d'un engagement et de coopération dans la durée. Et ensuite, si ça vous intéresse, on pourra parler de toutes les conséquences stratégiques que ça implique en termes de circulation de pratiques militaires, en termes d'échanges, en termes de développement des capacités militaires nord-coréennes, mais aussi russes. Il y a tout un ensemble de conséquences sur le fait que cette alliance, à mon avis, est, en tout cas en l'état, crédible et fiable.
Alors, parlons des alliances américaines en Asie. Il y en a un ensemble assez divers en réalité. Je sais que Victor Cha va venir dans un mois, je crois, et c'est le grand spécialiste de cette question, donc je vous encourage vraiment fortement à venir l'écouter. Voilà, le 10 mars. Et il en parlera infiniment mieux que moi. Donc, je vais modestement, pareil, me limiter à ces questions de crédibilité. Ce qui est intéressant dans les alliances américaines en Asie, c'est que jusque-là, elles étaient principalement bilatérales. Ou pour des raisons historiques, où les Japonais voulaient surtout pas parler aux Coréens du Sud et vice-versa à cause d'un passif de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la manière dont les États-Unis ont créé leur réseau d'alliances, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas d'OTAN dans le Pacifique. Il y avait un ensemble de relations bilatérales avec l'Australie, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec la Thaïlande. À un moment, ça a fluctué. Et ce sont à chaque fois aujourd'hui des régimes qui ont des degrés de démocratisation variables. Bon, le Japon, c'est probablement celui qui est la démocratie la plus avancée. La Corée du Sud, c'est plus discutable enfin, en fonction des moments. Il y a des degrés d'institutionnalisation de ces alliances qui sont également très variables. Avec le Japon et la Corée du Sud, il y a des mécanismes de planification communs qui sont d'ailleurs très différents en fonction des deux pays, pour des raisons constitutionnelles pour le Japon, puisque techniquement, ce sont censés être les forces d'autodéfense du Japon. Par contre, la Corée du Sud, il y a toujours une discussion avec les États-Unis sur à quel moment le contrôle opérationnel bascule de la Corée du Sud aux États-Unis en cas de conflit. Et c'est toujours une négociation de dire les troupes sud-coréennes est-ce qu'elles vont être contrôlées en réalité par les Américains ou par les Sud-Coréens? Et ça fluctue au cours des discussions et des relations entre les deux pays. Et ce qu'on voit aussi en termes de crédibilité, c'est qu'on a des formats qui sont relativement évolutifs avec des mini-tentatives de multilatéralisation. AUKUS, ça peut être vu aussi en réalité comme une institutionnalisation de formats de coopération qui existaient précédemment. Et on entend régulièrement des discussions sur les besoins de coordonner et mutualiser l'alliance entre la Corée du Sud et le Japon, avec un certain nombre de tentatives qui ont été faites, parce qu'il y a un enjeu stratégique qui est assez évident en termes de défense potentielle contre la Chine. Il s'agit aussi de mieux coordonner les zones de défense mutuelle à la fois de la Corée du Sud et du Japon. On pourra y revenir dessus. Mais on voit que en fait, le mécanisme qui jusque-là existait d'alliance quasiment exclusivement bilatérale entre les États-Unis et les pays de la région est en train de se reconfigurer petit à petit en des formes de minilatéralisme qui commencent à poindre le bout de leur nez. Est-ce que ça rend les alliances plus crédibles? L'idée, c'est que le format de l'alliance évolue avec la réalité de la reconfiguration des rapports de force politiques. Donc, a priori, oui. Si le format de l'alliance évolue, c'est qu'il reflète aussi l'évolution des rapports de force politiques. Donc, oui, pourquoi pas. Et en termes de fiabilité, en fait, on n'a pas réellement de test de ce qui s'est passé. Alors, évidemment, les Australiens ont soutenu les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Il y avait un contingent australien, mais on n'a pas réellement de test dans la région d'un engagement majeur qui aurait testé l'alliance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, c'est parce qu'en réalité, on ne sait pas encore. Mais, et je pense que Victor Cha en parlera, mais cette bascule progressive d'un régime de relations bilatérales vers un régime de minilatéralisme, c'est très intéressant en termes de reconfiguration des réseaux d'alliances, parce que c'est très différent de la manière dont l'OTAN fonctionne et dont l'OTAN est organisée. Et le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? L'OTAN, en termes de crédibilité, donc, a priori, alliance de démocratie pour l'instant, puisqu'il y a quand même des questions assez importantes qui, à mon avis, se posent sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment en termes de captation des ressources de l'État fédéral et de tentatives de transformation de l'intérieur, de la nature même de l'État fédéral américain et de ses relations extérieures, mais ça, on peut en parler après. C'est évidemment une alliance qui est extrêmement institutionnalisée, probablement en fait en réalité l'alliance la plus institutionnalisée de l'histoire, avec
un état-major avait une intégration et un processus de confiance mutuelle dans la planification de défense qui est matérialisé par le processus de planification de l'OTAN, le NDPP, NATO Defense Planning Process. Pour vous donner à peu près une idée, c'est l'OTAN qui établit un certain nombre d'objectifs capacitaires et qui donne un certain nombre d'objectifs capacitaires à ses États membres et qui mesure l'existant et ce qui devrait être en théorie réalisé. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que tous les États membres de l'OTAN aient une connaissance très intime et très détaillée des capacités des États membres de l'OTAN, des autres États membres. Et ce degré de connaissance mutuelle et en réalité de confiance que les États sont prêts à s'accorder, c'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire des alliances. Et ça, c'est aussi lié à l'évolution de l'alliance elle-même, mais à son degré d'institutionnalisation qui, a priori, rend l'alliance plus crédible. C'est aussi une alliance qui a un historique d'adaptation institutionnelle. C'est une alliance qui s'est régulièrement adaptée au cours de l'histoire, à travers des élargissements, mais aussi à travers une redéfinition de ses missions, une redéfinition de ses fonctions de manière assez régulière. Donc, il y a quand même un historique de comment est-ce qu'on fait refléter la structure institutionnelle à la réalité des rapports de force politique. Mais, et j'en parlais tout à l'heure, la question majeure qui est en train de se poser actuellement, c'est est-ce que la puissance principale que sont les États-Unis et qui jusque-là fonctionnait principalement comme une forme de partenaire bienveillant, parfois agacé, parfois agaçant, mais grosso modo bienveillant. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de nature profonde de la manière dont les États-Unis abordent la relation à l'Alliance en termes de expression pure de leur rapport de puissance et le différentiel actuel de puissance entre les États-Unis, je ne parle même pas des États membres de l'Union européenne individuellement, mais entre l'Union européenne et les États-Unis, est de plus en plus colossal. On n'est plus du tout dans la situation de 2008 où il y avait une espèce de parité entre de PIB. Il y a toujours eu une disparité militaire, mais en termes de puissance économique, l'Union européenne faisait relativement jeu égal avec les États-Unis jusqu'en 2008. On a assisté depuis 15 ans à un décrochage qui est net et qui se traduit maintenant en une asymétrie de puissance entre les États-Unis et les États membres de l'Union européenne, où un acteur qui est manifestement hostile, ou en tout cas très méfiant comme Donald Trump, n'a aucun problème à exploiter ce différentiel de puissance de manière tout à fait brutale et sans prendre aucun coup. Et en termes de fiabilité, on a effectivement un historique de soutien aux opérations américaines de l'après-guerre froide, soit en Afghanistan, alors partiellement en Irak, mais ça, c'était pas des opérations autant, où on peut se dire qu'il y a eu des liens qui ont été créés, mais l'enjeu, et je pense que je vais finir là-dessus parce que ça permet d'ouvrir la discussion. L'enjeu est très clairement l'attitude pas seulement du nouveau président américain, mais aussi de son équipe sur à quoi servent des alliés, est-ce qu'on en a besoin, et est-ce que, et c'est en ces termes que la question est posée, est-ce qu'on ne s'est pas fait voler depuis 1949, est-ce que ce n'est pas leur moment de payer? Et là, il y a des questions très importantes qui se posent aux États membres de l'Union européenne sur en fait, le futur de la relation transatlantique dans un contexte où si on veut qu'elle se maintienne, et je pense que de notre point de vue, comme du point de vue des États-Unis, il y a de bons arguments pour maintenir la relation transatlantique, et si on veut qu'elle se maintienne, quels termes on établit pour qu'elle soit stabilisée et pas du tout une relation trop asymétrique où les États européens subissent ce que la puissance principale va leur imposer. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu que j'ai mis des références dans les slides, donc j'ai mis la bibliographie ici. Je pense que ça sera ensuite redisponible pour celles et ceux qui sont intéressés. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention et c'est avec plaisir que je vais prendre vos questions éventuelles. Merci.
Merci beaucoup, Olivier. Avant de passer les questions à la salle, peut-être juste établir, pas vraiment les bases d'un dialogue entre nous, mais plutôt d'un élément de questionnement auquel tu peux répondre ou tu répondras ensuite dans le fil des questions qui te seront par ailleurs posées par la salle. Euh, la première, c'est qu'on avait quand même eu l'impression sous l'administration démocrate que il y avait une vision qui était peut-être un peu schématique, mais qui divisait le monde en trois. Le monde occidental ou allié des États-Unis qui s'organisait au contraire dans des systèmes d'alliances rénovés ou renforcés. L'OTAN s'accroissait. L'AUKUS, tu l'as signalé. Euh, il y avait un axe, mais tu n'as pas rangé dans la catégorie des alliances, mais un axe d'adversité. Pékin, Moscou, Pyongyang, Téhéran. Et puis, il y avait Sud Global qui assistait à cette recomposition, pas mécontent que cette redéfinition à l'occasion de la guerre d'Ukraine puisse permettre de faire évoluer les paramètres. Donc, est-ce que d'une certaine manière, tout ça est à la rivière et la dynamique des alliances qui étaient recherchées par les États-Unis, dès lors qu'on touchera l'OTAN, je ne vois pas comment ça n'aurait pas un impact majeur sur toutes les autres stratégies d'alliance. Donc ça, c'est la deuxième question, c'est justement quid peut-être de forums ou d'organisations qui participaient quand même de cette vision. La problématique du Quad est un forum de discussion, mais dont certains disaient qu'il faudrait l'institutionnaliser. Le Quad, je le rappelle, c'est une instance d'échange entre les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Australie sur la problématique de la sécurité en Asie. Il y avait, alors, c'est là où on voit, d'une certaine manière, on va voir Trump à l'œuvre sur la problématique moyen-orientale, c'est-à-dire autour de la défense d'Israël, de la revitalisation des accords d'Abraham. Donc, il y a une interrogation, c'est-à-dire si la politique américaine est une politique hégémonique, mais sans assumer toutes les obligations du leadership au sein des alliances, la décrédibilisation de l'OTAN touchera forcément toutes les autres formes de recomposition, ce qui est un enjeu qui dépasse la simple sécurité collective sur le continent européen, mais plus largement la manière dont on voit l'énergétique de puissance et d'alliance se développer. Et du coup, une inquiétude plus grande sur cet axe que j'évoquais, Moscou, Pékin, Téhéran, le groupe de Shanghai. Comment est-ce qu'au contraire, ça viendrait neutre. Voilà, donc ça, c'est peut-être le premier élément de questionnement. Le deuxième, il est évidemment sur l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN, souvent on dit l'histoire de l'OTAN, c'est l'histoire des crises, mais enfin, c'est un tel truisme. L'UE, c'est l'histoire des crises. Un couple jusqu'au divorce, c'est l'histoire des crises. Un pays, c'est l'histoire des crises. Voilà, donc c'est toujours l'histoire des crises. Et donc, est-ce que justement, on n'est pas au bout de cette histoire des crises, c'est-à-dire qu'on est au divorce, c'est-à-dire la crise vraiment insurmontable? Alors, tu répondras comme tu veux, soit maintenant, soit plus tard dans les questions, mais on voit bien que c'est quand même aujourd'hui une question qu'on ne peut pas... Donc, certains commentateurs disaient, oui, mais tout ça, ce sont des propos sonores d'un candidat. Non, mais tout ça, ce sont des propos sonores de quelqu'un qui, immédiatement, président, ne peut pas se déjuger lui-même. Donc, on voit quand même des éléments d'une politique qui est en acte. Et il y a aujourd'hui aussi la réunion qui aboutira peut-être à une déclaration également un peu audible, sinon sonore, des Européens, mais on attend quand même, on attend des réponses. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire un peu en réaction à ta conférence. Et puis ensuite, soit tu réponds maintenant pour des éléments, puis ensuite je passe la parole à la salle. Comme toujours, d'abord les étudiants et ensuite on ouvre plus largement aux autres auditeurs. Oui. Merci beaucoup. Alors, sur la question de l'administration précédente démocrate Biden, il y avait effectivement cette idée quand Biden a été réélu, on est de retour, rassurez-vous, la relation transatlantique, c'est très important, on va rétablir les bases qui avaient été abîmées par le premier mandat de Trump. Mais quand on regarde aussi une partie des actes, il y a quand même eu tout un ensemble d'actions de l'administration démocrate
qui ont été, pour le dire poliment, pas nécessairement très concertés avec leurs grands alliés. On peut penser à AUKUS, en ce qui nous concerne, pour le dire ouvertement, qui a quand même été une mise à l'écart de ce qui est l'une des principales puissances militaires en Europe, et de manière pas très élégante, faut le dire franchement. Oui, pour nous, mais on peut penser que c'était justement une volonté de réorganisation. Bon, écoutez, les Français, restez dans votre champ géographique et géostratégique possible. Vu des États-Unis, pour Oui, les raisons pour lesquelles ils l'ont fait comme ça. Mais n'empêche que ça oui, révèle c'est vrai. aussi une forme de mise à l'écart. Il y a eu la question de l'Inflation Reduction Act, donc l'IRA, qui est en fait c'est un package de soutien à une transformation structurelle de l'économie américaine pour tenter de réindustrialiser le pays et de transformer l'économie vers l'économie verte, qui est, du point de vue européen, qui nous a sidérés parce qu'en réalité, ça a absorbé énormément de capitaux vers les États-Unis à travers des réductions, des réductions d'impôts, et sur laquelle on a eu du mal à se positionner ensuite. Et ce qui est aussi intéressant dans l'administration Biden, c'est qu'ils ont couplé assez tôt les questions de défense avec les questions de sécurité économique. L'idée étant de dire, on va inciter un certain nombre de pays à se déconnecter des chaînes d'approvisionnement chinoises en disant, ben, on est alliés et en plus, on va faire converger nos zones de sécurité économique. Donc, c'était le friendshoring, hein, où on rapatrie un certain nombre de capacités de production, y compris chez les amis. Et le dernier acte, ou l'un des derniers actes de l'administration Biden, ça a été de s'opposer à un IDE japonais, donc à en fait, une compagnie japonaise qui voulait racheter une entreprise américaine de production d'acier au nom de la sécurité nationale, alors que le Japon est censé être un allié majeur des États-Unis. Et ça a clairement été perçu à l'époque en disant, en fait, quel est l'intérêt d'être un allié militaire des États-Unis si le package sur lequel on est censé s'entendre, qui est cette convergence des enjeux de sécurité et des enjeux de prospérité, en fait, vous ne respectez pas le contrat. Donc, il y avait déjà quand même, à mon avis, un fond de l'air qui commençait à évoluer. Et là, on bascule dans une administration américaine qui est ouvertement hostile à la notion d'alliance. Je veux dire, Trump a été clair un certain nombre de fois là-dessus. L'alliance, ça ne l'intéresse pas. Bon, il ne voit pas l'intérêt. Et qui, en plus, considère les relations sous l'angle des rapports de force. Le fait d'imposer des tarifs de 25% au Canada et au Mexique, dans les pays avec lesquels il y a un accord de libre-échange et un qui est un allié, ça coûte plus cher d'être un allié des États-Unis aujourd'hui que d'être la Chine qui a imposé à 10%. Donc, il y a quelque chose qui quand même doit interroger. Ce qui, à mon avis, pose aussi la question, est-ce que Trump bluffe ou est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il est sérieux? Et l'un des arguments, c'est de dire qu'en fait, c'est un peu la théorie du fou. C'est ce que Nixon et Kissinger avaient théorisé dans le cadre de la dissuasion nucléaire, où pour crédibiliser la dissuasion nucléaire, et qui est en fait un pacte de suicide mutuel, hein, fondamentalement, et pour convaincre les soviétiques que oui, en cas de besoin, on va effectivement déclencher une guerre nucléaire, ben, en fait, Nixon avait cette idée de, en fait, je suis vraiment imprévisible, je suis c'est Madman Theory, je suis fou, donc si je dis que je vais faire quelque chose, attention, vous ne savez pas ce que je vais faire. Et c'était censé crédibiliser la dissuasion nucléaire vis-à-vis des soviétiques. Donc il y a cette théorie que Trump fait la même chose. Sauf que la Madman Theory, c'était contre des adversaires. Là, il se comporte de manière ouvertement hostile envers ce qui devrait être des alliés, pour ce positionnement dans un rapport de coercition explicite. Et ce que je trouve assez frappant, c'est que quand il s'adresse au Canada et au Mexique, normalement, l'idée, c'est de dire, ah, il va négocier, le but, c'est d'avoir une meilleure base de négociation pour obtenir des concessions. En fait, on ne sait pas quelles concessions il veut. C'est extrêmement vague. On ne sait pas ce qu'il veut réellement attendre du Canada, ce qu'il veut réellement attendre du Mexique. C'est soit extrêmement vague, soit des choses qui sont tout à fait irréalistes, dans le sens où la présidente mexicaine, demain, ne va pas mettre fin à l'existence des cartels parce qu'ils sont
malheureusement complètement aujourd'hui enquistée dans le fonctionnement de l'État mexicain. Avec la meilleure volonté du monde, elle ne va pas faire disparaître les cartels et le trafic à la frontière américaine. Donc je pense quand même qu'on est en train de vivre un changement d'attitude qui non seulement est marquant en termes de rapport aux alliés, et qui, à mon avis, en plus, est durable. C'est pas parce que Trump disparaît demain ou quoi que ce soit que d'un seul coup, on va rebasculer une forme de normale telle qu'on l'a connue dans les années 90 ou les années 2000. Et ça, je crois qu'il y a un véritable enjeu de prise de conscience pour les Européens, de se dire que finalement, il faut peut-être établir un rapport de force parce que c'est ça qu'ils comprennent. Et il faut réfléchir collectivement à l'idée de se dire peut-être qu'il faut traiter les États-Unis non pas seulement comme un concurrent, ce qui était jusque-là, ce qui était tout à fait légitime, mais potentiellement comme un adversaire. Et là, on tombe dans une révolution de 70 ans de la manière de penser la sécurité européenne, pour laquelle on est en réalité très, très mal à l'aise. Et je dis ça en étant quelqu'un qui, personnellement, est attaché à la relation transatlantique. Et encore une fois, je pense qu'il y a de très bons arguments du point de vue européen et du point de vue américain pour cette relation transatlantique. C'est juste que l'administration américaine, à mon avis, ne les voit pas ou n'y croit pas ou ne s'y intéresse pas. Et ça ne sera pas la dernière à être dans cette situation. Donc, il faut que nous aussi, on anticipe et on se prépare. Donc, cette fois, oui, je pense qu'on est dans une vraie transformation de nature de la relation transatlantique. Alors, je prends les questions, levez haut la main, et passez le micro, là, sur ces rangs. S'il y en a, oui, alors et ensuite, monsieur, parce qu'autrement, je ne vois pas toujours en haut. Donc, vous, monsieur, et ensuite, vous, monsieur, on en prend 2, 3. C'est comme ça, tu pourrais répondre collectivement. Monsieur, voilà, levez-vous. Passez le micro, je vous en prie, commencez. Bonsoir, monsieur. Ça marche? Oui. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup de votre intervention et merci encore une fois à cette chaire qui nous donne quand même des très belles opportunités. J'avais 2 questions en une pour vous sur la question des coûts que vous avez mentionné comme étant descriptif de la fiabilité et de la crédibilité d'une alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir les contraintes de coûts justement administratifs dans les alliances, donc par exemple, en l'occurrence dans l'OTAN, comme un moyen de resserrer des griffes des États-Unis parce que quand on voit les déclarations de Donald Trump, notamment sur la nécessité des Européens de dépenser leurs 2%, on se dit, mais il fait ça, en même temps, on a l'impression qu'il se détourne de la protection stratégique de l'Europe dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que c'est pas pour lui un moyen de fidéliser la relation transatlantique avec un vieux rapport de domination des États-Unis par rapport à l'Europe et donc pour étouffer un peu de potentielles stratégies plus indépendantes d'autonomie européenne. Et donc ça c'est la première question. Et du coup, dans cette question des coûts, c'est un peu plus une question de pronostic là, mais l'AUKUS, où à la base il y avait un contrat de 50 milliards et quelques, et où maintenant il y a un contrat à la base de 250 milliards avec 100 milliards de surcoût, est-ce que vous pensez que justement ça ne peut pas révéler dans les alliances où les États-Unis sont présents le fait que les États-Unis font payer beaucoup, beaucoup trop cher leurs alliances? Merci, monsieur. Bon, tout d'abord, merci pour votre présentation. Je voulais juste parler un peu d'Afrique. Oui, c'est moi. Comment voyez-vous la crédibilité de l'Alliance des États du Sahel et pensez-vous qu'elle puisse devenir à terme un modèle d'alliance au sein du continent africain? Merci. Il y a eu une troisième question là, juste à côté, et puis on laissera répondre. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre exposé. C'était très clair, très précis. Ça change de LCI, BFM, il y a un autre niveau. Il y a juste un point où j'ai tiqué dans votre présentation et je voudrais revenir dessus sur la Russie. Juste avant, je prends une précaution. C'est pas long, vous inquiétez pas. Moi, je suis ingénieur dans l'armement. Je suis au service de mon pays. C'est déjà bien. Je ne vais pas me faire le porte-parole de la Russie. Mais vous avez sous-entendu que finalement, la Russie menait une guerre contre l'Ukraine pour un narratif comme quoi ce serait une menace à sa sécurité. Moi, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment en fait la crise des missiles de 62 à Cuba. C'est-à-dire, on avait l'URSS qui a décidé d'intégrer Cuba dans une alliance militaire pour installer des missiles. Et on aurait très bien pu dire, comme on dit aujourd'hui sur les plateaux télé, « Ah, mais Cuba a le droit de se défendre ».
Et en fait, non, on sait très bien que c'était déjà une réponse au missile Jupiter en Turquie. Et c'était principalement une menace stratégique pour les États-Unis. Et donc, la réponse des États-Unis était défensive, finalement. Le blocus autour de Cuba, et ça a failli mener au conflit généralisé. Donc, finalement, moi, je suis assez surpris de voir les Européens aujourd'hui pousser des cris d'orfraie et surtout être surpris de la réaction russe, parce qu'en fait, c'est leur intérêt vital de ne pas avoir d'OTAN en Ukraine. Et moi, je vous fais la prédiction que si jamais l'OTAN s'effondre, les États baltes sont les prochains, parce qu'ils seront transformés en États satellites, je pense. Merci. Alors, vous faites aussi des prédictions. Votre camarade veut du pronostic. À toi, Olivier. Alors, sur le fonctionnement de l'OTAN. En fait, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a la manière dont l'institution fonctionne au quotidien, qui est de facto basée sur le consensus. Et quand on dit basé sur le consensus, c'est pas que tout le monde lève la main en disant on est d'accord, c'est si on lève pas la main et que personne lève la main, on est d'accord. Et ça change pas. C'est-à-dire qu'il y a réellement alors, évidemment qu'il y a des États il y a des catégories de poids dans l'OTAN, très clairement. Il y a des États qui ont plus de poids politique, qui vont évidemment plus influencer les décisions. Et ça passe de plusieurs manières. Hein. Ça peut passer par la rédaction de non-papiers, ça peut passer par la capacité diplomatique des États à aller voir le secrétariat général, à aller voir les autres États pour consolider des positions en amont. Et ça, c'est du travail diplomatique normal. Et le fonctionnement quotidien de l'Alliance, que ce soit sur son volet politique ou sur son volet de planification militaire, reste celui d'une alliance qui est asymétrique mais qui fonctionne au consensus. Et ça ne change pas en tant que tel parce que c'est la pratique depuis, grosso modo, 1949. Par contre, il y a effectivement, la question plus large du rapport des États-Unis, enfin du gouvernement actuel américain à l'OTAN, où de temps en temps, en tout cas dans certaines déclarations, il y a eu effectivement une forme de tentation aux raquettes de protection. C'est une forme j'allais dire quasiment comportement mafieux où si vous payez, on va vous protéger. Mais ensuite, on va vous protéger contre nous-mêmes parce que c'est nous qui allons... on ne va pas casser la devanture du magasin, quoi. Alors, c'est très récent. On est à 2 semaines de l'administration actuelle. Ça donne l'impression d'être 2 mois, mais ça fait seulement 2 semaines. On a encore un peu le temps de voir venir. Je ne pense pas que ça s'est encore profondément changé. Je pense qu'un indicateur, par contre, à observer, ça va être ce qui va se passer au sommet à La Haye en mi-juin, donc sommet de l'OTAN, où là, ça sera, à mon avis, le premier vrai test de la manière dont la nouvelle administration va envisager son rapport aux alliés. On sait depuis... donc, il y a eu le sommet à Bruxelles en 2019, si je ne dis pas de bêtises, où on sait que Donald Trump est arrivé avec comme position sur la table qu'il voulait quitter l'OTAN. Et l'intégralité de la première journée de négociation, ça a été Jim Mattis, donc son secrétaire à la Défense, qui a tenté de le convaincre que c'était quand même idiot, et le secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Stoltenberg, qui a fait un travail diplomatique assez phénoménal pour calmer ses premiers instincts. Je me rappelle, moi, j'étais à Bruxelles à ce moment-là, Stoltenberg était venu nous briefer en dehors, il était livide, hein, en sortant du truc, on voyait vraiment qu'il y avait des trucs qui se passaient pas bien, c'était très net. Là, il n'y a plus ces gens-là, enfin, notamment, il n'y a plus les Mattis, il n'y a plus les adultes dans la pièce autour de Trump. Tous les gens qui l'entourent pour les plus raisonnés, ont un discours stratégique cohérent de dire qu'il faut se désengager d'Europe parce que la principale menace, c'est l'Asie. Donc, je pense qu'au sommet de La Haye, il va se passer des choses qu'il faudra observer avec attention sur le fonctionnement de l'Alliance. Mais pour l'instant, au quotidien, on est toujours dans le fonctionnement classique d'une alliance qui fonctionne au consensus. Sur le Sahel, je suis désolé, j'y connais vraiment pas grand-chose. Et donc, plutôt que dire des bêtises, je préfère me taire parce que j'ai pas de choses pertinentes ou intelligentes à dire. Donc voilà, je suis vraiment désolé, mais là je peux pas répondre.
Sur la question de la Russie, alors ça, c'est vraiment c'est un débat intéressant parce qu'en fait, ça touche à un débat fondamental de relations internationales sur les intentions des États. Et en gros, il y a deux interprétations concurrentes qui s'affrontent. La première, c'est le dilemme de sécurité. Les Russes réagissent comme ça parce qu'il y a un dilemme de sécurité qui se pose à eux par la présence militaire américaine. Et donc, du coup, de manière préemptive, ils sécurisent le rapport. Ça, c'est la première position théorique. La deuxième position qui est liée à, j'allais dire, politique interne russe en quelque sorte, où c'est une forme de néo-impérialisme qui est en train de s'exprimer, qui est liée à l'évolution de la nature du régime, qui est liée à une angoisse du régime d'avoir des modèles démocratiques à sa porte parce que ça questionne. Enfin, si on montre des Slaves qui, en gros, vivent dans une démocratie, c'est un modèle pour les de rébellion potentielle. Et ça s'inscrit dans une vision plus générale de conflit civilisationnel tel que la Russie se le représente aujourd'hui, contre, en gros, l'Occident dégénéré, décadent, LGBT, woke, tout ce que vous voulez. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en fait, j'ai publié en 2020 un papier sur la question qui, justement, essayait de tester en fait, laquelle de ces deux interprétations est la plus plausible. Et la manière dont je l'ai fait, c'est que j'ai étudié les pratiques diplomatiques russes dans 3 organisations multilatérales de sécurité qui sont le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OSCE, donc l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et le Conseil OTAN-Russie. Et l'un des critères, c'était donc ce sont 3 instances dans lesquelles occidentaux au sens large et russes se retrouvent les uns face aux autres. Et c'était intéressant pour moi de reconstituer quelles sont les positions que les Russes adoptent, comment est-ce qu'ils les justifient, et en fait s'en servir comme un moyen d'inférence de est-ce que c'est une question de sécurité ou est-ce que c'est une question de statut ou empire, néo-impérialisme et ainsi de suite. Et en fait, ce qui ressortait de l'analyse, c'est qu'en de multiples occasions, il y a eu des possibilités de compromis, notamment à l'OSCE et au Conseil OTAN-Russie, entre occidentaux et russes, qui auraient objectivement amélioré les conditions de sécurité de la Russie, que ce soit sur des accords de maîtrise des armements, que ce soit sur des accords de déconfliction en cas d'avions qui se rencontrent, transpondeurs et ainsi de suite. Systématiquement, les Russes ont refusé ces accords et dans un langage qui ne laisse aucune ambiguïté sur la manière dont ils se représentent leurs relations avec notamment les anciens membres du pacte de Varsovie qui sont passés dans l'OTAN, avec un langage qui est très souvent extrêmement méprisant, ouvertement méprisant, des tactiques diplomatiques qui étaient tout à fait insultantes. Et donc, on était en 2020, hein, avant l'invasion de l'Ukraine, et ma conclusion à l'époque, c'était de dire, en fait, c'est pas une question de sécurité, on peut essayer de trouver tous les compromis qu'on veut, c'est pas la sécurité qui les motive, ce qu'ils veulent, c'est une reconnaissance de leur domination sur une zone géographique qui correspond à cette vision néo-impérialiste. 2022, c'est 2 ans plus tard, c'est ce qui s'est réalisé. Mais la question est tout à fait légitime parce que c'est effectivement une question fondamentale sur le comportement des États. Il y a d'autres États à d'autres périodes qui vont être motivés effectivement principalement par le dilemme de sécurité. Mais là, je pense pouvoir avoir démontré empiriquement que dans le régime russe actuel, ce n'était pas la motivation principale. Juste, je vais prendre les 3 autres questions, puis après des étudiants plutôt, et après j'ouvrirai. Juste pour le Sahel, monsieur, le 17 mars, je vous invite à revenir puisqu'on traitera des alliances au sud. Voilà. C'est une alliance, mais vous le savez vous-même, cette alliance entre Niger, Burkina Faso, Mali, c'est une alliance de pays et qui ont connu des coups d'État militaires, des putschs qui voulaient faire obstacle à des opérations de la CEDEAO pour contrer ces putschs. Je dirais, bon, bah, c'est une alliance, même pas de la nécessité, des nécessiteux, parce qu'aucun de ces pays n'est capable de rétablir l'ordre et la sécurité dans son propre pays. Mais on en traitera comme des problèmes de vide de sécurité sur l'ensemble de ce continent. Alors, je prends d'autres questions.
Vous en prie. Monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, elle porte sur ce que vous avez dit précédemment par rapport au Canada, qui aujourd'hui est extrêmement inquiet de la des prises de position de son voisin. Ma question, en fait, c'est par rapport à nous, Européens, en fait, on voit ces États-Unis qui s'affirment, comme vous l'avez dit, dans une direction qui n'est pas très amicale pour nous. La Russie continue son offensive en Ukraine et manifestement, s'il pouvait, effectivement, il ne s'arrêterait sûrement pas là. Comment faisons-nous, nous, Européens, aujourd'hui, vraiment dans un cadre européen qui inclurait peut-être effectivement les pays qui nous sont proches, comme l'Ukraine, qui n'est pas encore dans l'UE, mais avec laquelle on partage des valeurs, comment faire pour nous défendre, nous, en fait, aujourd'hui, de façon pragmatique, avoir un espèce de choc de conscience pour que les gens réalisent que, justement, on est en danger. Alors, pas d'une guerre imminente, mais qu'on doit au moins savoir dépendre de nous-mêmes et ne pas subir les décisions américaines, russes, chinoises, etc. Merci, monsieur. Bonjour monsieur, j'aimerais vous entendre un peu plus largement sur AUKUS. Donc il y a un pilier dont on parle beaucoup dans la presse, qui est celui d'alliance militaire, de capacité. On parle un peu moins du pilier technologique, donc partage de technologies nucléaires, aussi industrielle, avec le Royaume-Uni qui disait que le pays était engagé pendant des dizaines d'années pour créer notamment beaucoup d'emplois chez eux. Et donc finalement une alliance qui est plus forte, avec une volonté plus significative que ce qu'on voit dans les alliances actuelles américaines bilatérales. Donc je voulais vous demander, est-ce que pour vous, AUKUS, c'est un nouveau modèle d'alliance, notamment dans l'Indo-Pacifique, et sur cette question d'alliance qui comporte des hiérarchies, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment un leader américain qui essaie de s'affirmer, ou bien 3 pays qui partagent à part égale dans cette alliance? Merci beaucoup. Merci. Une troisième question d'un étudiant, d'une étudiante. Oui, je t'en prie. Et après, on ouvrira. Je t'en prie. Moi, j'avais une question sur les nouveaux champs de conflictualité et en quoi ils redéfinissent les alliances, puisqu'on peut tout à fait être allié pour des questions cinétiques, tout en, comme on a toujours pu s'espionner depuis toujours, et c'est un truisme que de le dire, mais aujourd'hui, on peut aussi s'affronter dans les champs informationnels, cyber ou économiques, les États-Unis n'étant pas les derniers à le faire. Et donc, comment est-ce que les alliances peuvent s'adapter pour rester fiables et crédibles face à cette émergence? Merci. Alors, sur la première question, c'est la question à 1 million d'euros, n'est-ce pas? Il n'y a pas de situation dans lesquelles on maintient notre niveau de vie actuel et on renforce notre sécurité simultanément. Pour le dire assez simplement, disons, le modèle des États sociaux européens bâti durant la guerre froide a été fondé sur 3 choses. Une protection américaine qui nous empêchait d'avoir à trop dépenser dans la défense, même si à l'époque on était quand même à 4,5% du PIB en moyenne, donc on faisait quand même déjà un effort substantiellement plus important, mais on avait une protection américaine qui nous empêchait de basculer à des 7, 8, 9% du PIB. Un équilibre démographique qui était tout à fait différent entre les actifs et les retraités, où évidemment il y avait beaucoup plus d'actifs pour le nombre de retraités, et en plus les pensions étaient beaucoup plus courtes parce qu'on mourait plus jeune, et une main-d'œuvre immigrée à bas coût, dont on espérait qu'en gros elle resterait à sa place et qu'elle n'allait pas nous embêter trop longtemps pour demander des prestations sociales. Tout ça, c'est fini. Le côté à la fois protection américaine, qui à mon avis on doit sérieusement se poser la question de la crédibilité, la question de l'équilibre démographique. Je ne vous fais pas tout le topo sur le problème des retraites en France, mais ce n'est pas qu'en France, loin de là. Et la question, en fait, on est dans des sociétés aussi post-coloniales où il y a des questions de 3e, 4e génération d'enfants d'immigrés qui ne veulent plus être traités comme simplement des exécutants, et c'est tout à fait compréhensible. En Allemagne, c'est avec les populations d'origine turque. Au Royaume-Uni, c'est avec les populations d'origine du sous-continent, Inde, Pakistan, et ainsi de suite. On a des problèmes similaires parce qu'on a eu des modèles de développement similaires. Donc, il faut se poser cette question. Et
un responsable politique honnête aujourd'hui n'a aucun discours positif à dire sur le sujet, parce qu'en fait, la seule chose qui honnêtement peut être dite, c'est qu'il va y avoir du sang et des larmes. Et on ne gagne pas des élections avec ça. Et ça, c'est quand même c'est très difficile de faire porter ce message, parce que la réalité, c'est que là, Donald Trump demande à passer à 4,5 à 5% du PIB dans la défense. Il s'agit de doubler en réalité pour la plupart des États les dépenses actuelles dans la défense. Il y a 3 solutions, hein. Soit on génère plus de richesses et avec nos gains de productivité complètement nuls depuis 10 ans, on ne génère pas plus de richesses. Soit on lève plus de taxes. Dans beaucoup de pays, ça va être compliqué. Enfin, en France, on a quand même un degré de taxation de la richesse qui est déjà colossal, donc on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus haut. Ou alors on coupe ailleurs. Et donc là, on fait des perdants. Et personne ne veut être en perdant. Et donc là, il y a quand même une difficulté qui se pose. Mais je n'ai pas la réponse, parce qu'en fait, le problème est extrêmement compliqué d'un point de vue d'un responsable politique aujourd'hui, où il n'y a pas, comme je vous disais, il n'y a pas de scénario dans lequel on maintient notre qualité de vie actuelle et on renforce notre sécurité. Il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on coupe. Et ça doit être un débat politique beaucoup plus général sur quelle forme de redéfinition du contrat social on met en œuvre pour accepter le fait que, en fait, notre modèle post-Seconde Guerre mondiale et post-guerre froide est plus du tout adapté à la situation actuelle. Mais on en revient aussi au décrochage entre les États-Unis et l'Europe post-2008. Il y a des écarts de productivité et de création de richesse entre les 2 continents qui sont extrêmement importants. Les États-Unis ont un problème de redistribution de la richesse qui est très net. On a le problème de création de la richesse. Enfin, on n'a pas de gain de productivité depuis une dizaine d'années. Il y a quelque chose où il faut se questionner sur nos modèles nos modèles industriels. Je ne dis pas que l'Europe est finie. On a quand même un certain nombre d'atouts, mais par exemple, l'un des grands avantages des États-Unis, il y a la question de l'indépendance énergétique, évidemment. On paye notre électricité 2,5 fois plus cher qu'aux États-Unis. On paye notre gaz environ 3 fois plus cher, parce que eux, ils sont autonomes, pas nous. Voilà. Donc ça, c'est clair, c'est un premier problème. Mais il y a aussi la question que c'est un grand pays où une bonne idée qui émerge, j'en sais rien, au Texas, très facilement, une entreprise peut créer la faire passer à l'échelle du continent, avec un marché qui est tout à fait colossal et qui est à la taille d'un continent. On est censé avoir un marché unique en Europe. En réalité, il n'est pas du tout unique. Il y a énormément il y a des barrières significatives au commerce qui continuent à perdurer au sein de l'Union européenne. Depuis une dizaine d'années, on a grosso modo freiné sur l'intégration du marché unique pour tout un ensemble de raisons. Mais tout ça, ça crée des coûts de transaction, ce qui veut dire qu'on a du mal à générer collectivement suffisamment de richesse à l'échelle du continent par rapport aux États-Unis. Alors évidemment, je crois qu'on a 27 langues différentes dans l'Union européenne. Rien que ça, c'est une barrière, j'allais dire, naturelle au commerce. Mais il y a aussi tous les problèmes réglementaires qu'on continue à poser au sein de l'Union européenne. Et ça, c'est censé être normalement la fonction de l'Union européenne. Mais depuis une dizaine d'années, on a quand même beaucoup ralenti sur la création du marché unique. Et ça pèse en réalité sur les possibilités de croissance de facto, sans même parler des questions de régulation et de réglementation. Pour donner un exemple, j'ai un projet de recherche avec des collègues danois où on aide les PME danoises à prendre en compte à la fois les risques cyber et les risques géopolitiques, parce qu'une PME n'a souvent pas la compétence en interne pour développer ce type d'expertise. Et une réglementation qui s'appelle NIS sur les standards de cybersécurité qui doivent être mis en place. Quand on a fait notre premier atelier avec les PME danoises, on est passé de OK, comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que c'est, à je ne savais pas que ça existait et il va falloir que je m'y mette. Donc, on est aussi sur des enjeux de reporting et de réglementation qui sont souvent compliqués. Voilà, il y a tout un ensemble d'enjeux à l'échelle européenne qui se posent, pour lesquels l'Union européenne devrait en principe contribuer à aider. Donc oui, j'ai pas une réponse très optimiste, parce que le coût politique de tenir ce type de discours en ce moment
il est extrêmement élevé et je vous fais pas je vous fais pas la photo sur la situation politique en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les 3 grands pays de l'Union européenne sont quand même dans une situation politique très, on va dire, complexe pour rester poli. Sur AUKUS, et est-ce que c'est un nouveau modèle d'alliance? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, techniquement, AUKUS n'est pas une alliance. Il n'y a pas de dimension de protection militaire mutuelle. Les États-Unis sont dans une alliance avec l'Australie et les États-Unis sont des alliés du Royaume-Uni au sein de l'OTAN. Mais en fait, c'est souvent présenté comme une alliance, mais normalement, AUKUS n'a pas cette fonction trilatérale où, de toute façon, même en termes de crédibilité, j'allais dire la capacité du Royaume-Uni à aller défendre l'Australie. Bon, enfin, rigolez pas, c'est comme nous quand on dit qu'on va contribuer à la défense de Taïwan contre l'Indo-Pacifique, contre la Chine. Personne ne prendrait ça au sérieux. Donc c'est voilà, il y a quand même un enjeu limité. Par contre, effectivement, le volet principal, outre la coordination, il est sur le développement technologique commun. Et c'était censé, du point de vue notamment des Australiens, c'était censé le volet, en fait, n'était pas tant sur les sous-marins que sur le développement de l'IA et du quantique, qui était vu du point de vue australien comme le ticket d'entrée. Les États-Unis sont largement en tête là-dessus et ils vont pouvoir bénéficier de ces technologies de rupture. Et en plus, il y avait le package industriel, mais en fait, c'était relativement secondaire. Est-ce que c'est un modèle? En tout cas, c'est une question de nature des coopérations. Il n'y a pas eu de volonté de redéfinir les relations sécuritaires parce qu'il y avait déjà des mécanismes d'alliance qui existaient. Par contre, c'était aussi très administration Biden de ce point de vue-là, hein, c'est cette idée de créer des partenaires like-minded ou dans un état d'esprit similaire sur des projets communs. Je ne pense pas du tout que l'administration américaine soit dans l'administration actuelle soit dans la même dynamique d'essayer de créer, appelons ça, des groupes de projets sur des enjeux similaires. Après, il y a des points d'attention intéressants. J'étais invité à donner une conférence sur les coalitions, surprise, à l'école de guerre australienne à distance. Mais j'avais pu participer aux conférences d'avant et l'intervenant était très... on ne peut pas faire confiance aux États-Unis et il faut qu'on développe une capacité de défense autonome. Et je trouvais que c'était un signal intéressant en termes de discours qui a lieu en Australie sur la relation aux États-Unis post-élection de Donald Trump. Donc voilà, il y avait... voilà. Je ne vais pas en tirer des généralisations. Je trouvais que c'était un point d'observation ou un point intéressant. La question sur... les autres champs de conflictualité, ouais, c'est extrêmement intéressant. Je vais commencer par la dimension économique. Parce qu'en réalité, la relation transatlantique, c'est un package depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur une coopération économique et une coopération sécuritaire, où en fait, il y a cette espèce de deal explicite par moment où les deux marchent les mains dans la main. C'est pour ça que les États-Unis ont fait le plan Marshall. C'est parce que c'est pas seulement par grandeur d'âme, ou même c'est pas du tout par grandeur d'âme. C'est parce qu'ils ont bien compris que développer la prospérité des États à l'époque occidentaux, d'Europe de l'Ouest, c'était un marché et c'était le moyen pour eux de payer pour leur propre défense. Comme ça, les États-Unis n'auraient pas à payer trop longtemps pour la défense des Européens. Si les Européens devenaient plus riches, ils pouvaient commencer à prendre leur part du fardeau eux-mêmes. Et ensuite, il y a eu cette idée du couplage des enjeux économiques et des enjeux sécuritaires. C'est même dans le traité de l'OTAN, hein, puisque c'est l'article 2 ou 3, je ne sais plus, qui dit que les alliés doivent travailler à la convergence de leurs modèles économiques. Donc, il y a une dimension, même dans le traité de l'OTAN, il y a une dimension en principe de convergence économique. Donc, ça a toujours été pensé un peu comme un package. La période post-guerre froide a en réalité dissocié ce que j'appelle les sources de la sécurité et les sources de la prospérité. On était alignés sur ces deux dimensions durant la guerre froide parce qu'en réalité, nos alliances, c'était l'endroit où on faisait du commerce. Le commerce transatlantique, c'était grosso modo les membres de l'OTAN. Donc, on était riches et on se protégeait ensemble. Ce qui s'est passé avec la fin de la guerre froide, c'est que
on a continué à avoir une relation transatlantique principale sur les enjeux de sécurité. Par contre, on a essayé de trouver de nouveaux marchés, Chine, Inde et ainsi de suite, sur lesquels on est devenu concurrent. Et donc, on a déconnecté nos sources de sécurité, nos sources de prospérité sur lesquelles on est devenu concurrent sur le moyen terme. Ce qui a évidemment créé un certain nombre de frictions. L'idée de l'administration Biden, en principe, c'était de reconnecter ces deux dimensions. On est alliés, on va aussi créer des chaînes de valeur intégrées pour ne plus dépendre de la production chinoise et ainsi de suite. On en a déjà parlé, on a vu que même l'administration Biden ne respectait pas nécessairement forcément ses engagements. Mais donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec la future administration Trump, mais effectivement, il y a eu une déconnexion de ces deux dimensions, source de la sécurité et source de la prospérité. On ne les a pas reconnectées, et c'est clairement un irritant dans la relation transatlantique, où, notamment avec une administration qui part du principe qu'ils ont été exploités, qu'ils ont été volés, et qui veulent redevenir des winners, et qui veulent rétablir leur prééminence. Ça, c'est sur la dimension économique directe. Sur le cyber, en plus, il y a un enjeu en fait de la nature même du cyber. C'est que, j'allais dire, dans le domaine conventionnel, si vous montrez le nombre d'avions que vous avez, ça ne permet pas de les utiliser contre vous. Dans le cyber, si vous ouvrez l'accès à vos réseaux à un allié, en fait, il peut tout voir et il peut tout faire. Donc, on n'a pas envie de faire ça, parce qu'en général, même au sein d'une alliance très intégrée et dans laquelle il y a un haut degré de confiance comme l'OTAN, on n'a jamais envie que tout le monde puisse voir tout ce qu'on fait. Donc, la coordination dans le cyber, en fait, elle ne peut pas se faire en termes d'intégration des capacités comme ça se fait dans le conventionnel, où votre F-16, il est capable de parler à un Rafale et il est capable de parler à un F-35. On ne peut pas faire ce degré d'intégration, parce que ça voudrait dire qu'on donne l'accès et le contrôle de pilotage du Rafale à des extérieurs. Donc, on ne veut pas faire ça. La solution que l'OTAN a trouvée, ça a été, alors je ne sais plus quel acronyme de doctrine ils utilisent, mais il y a un terme qui me revient plus, peut-être que Loïc pourra me le dire, mais l'idée, c'est de dire que pour les opérations cyber conduites par l'OTAN, les États membres s'engagent sur des effets, mais ils ne disent pas comment ils le font. Et en fait, c'est le compromis qui a été trouvé qui permet de dire on peut quand même faire des opérations en commun dans lesquelles on intègre le cyber, parce que les États disent je m'engage à vous délivrer telle chose, mais personne ne pose la question de comment est-ce que vous avez fait, parce que ça, en fait, ça c'est vraiment un no-go, fondamental. Ça, c'est sur la manière dont l'OTAN a géré le problème. Ça n'exclut pas la compétition, et les frictions dans tout un autre ensemble de domaines qui sont liés aux avantages structurels des États-Unis dans le domaine cyber. En réalité, une grande partie de l'infrastructure numérique qu'on utilise, elle a été pensée, établie et aujourd'hui en partie contrôlée par les États-Unis. Ce sont eux qui ont développé les protocoles informatiques qu'on utilise. Voilà, donc il y a, j'allais dire, un avantage de first mover, parce qu'ils ont été les premiers à le faire. Et ensuite, comme ils ont établi et défini les protocoles, en fait, ils ont aussi un avantage structurel dans un certain nombre de maîtrise des réseaux. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout voir, ils peuvent tout faire, mais ce n'est pas un hasard si la NSA a été capable d'espionner de manière structurelle, systématique et assez compétente, non seulement ses adversaires, mais aussi ses alliés. C'est parce qu'il y a une maîtrise de l'infrastructure, en réalité, de ce qui rend le numérique possible par les États-Unis, qui est largement en avance par rapport aux autres. Et ça, c'est une asymétrie qui est très compliquée à rétablir. On peut se protéger partiellement, et on le fait, mais jamais complètement. Parce qu'il y a une asymétrie qui est réelle dans ce domaine. Voilà, c'était un peu une longue réponse, mais parce que, en fait, les dimensions ne sont pas exactement les mêmes, mais effectivement, il y a des enjeux peut-être de découplage entre la dimension conventionnelle de la coopération au sein d'une alliance et les domaines, notamment économiques et cyber, effectivement.
Oui. Sur le cyber, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs couches. Donc, il y a des couches dans lesquelles on peut même être plus qu'en concurrence. On peut être en un comportement qui implique de la captation de données, voire de l'espionnage. En revanche, on n'a jamais été sur des attaques informatiques. Alors là, ce serait, voilà, qui démontraient qu'on s'attaquait à des systèmes de sécurité ou qu'on allait vers des attaques qui avaient des conséquences directes sur la sûreté du pays. Ça, c'est un point. C'est quand même, et donc, il y a quand même ça existe quand même. Ouais. Et donc, la communauté fonctionne comme une communauté du renseignement, plutôt sur des logiques d'échange, ou ce que vient de dire Olivier, sur une zone grise où beaucoup de choses sont permises, mais il y a quand même des choses qu'on s'interdit. Oui, ça, effectivement, c'est un point fondamental. On peut s'espionner entre alliés, ça ne veut pas dire qu'on se sabote entre alliés, parce que là, on bascule dans un degré d'hostilité qui est tout à fait différent. Et effectivement, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'acte hostile de sabotage entre alliés. Ça n'empêche pas qu'on se regarde de temps en temps les uns les autres. On n'est pas du tout sur le même type de relation que ce que tentent de faire les Chinois ou les Russes. Ce n'est pas du tout la même nature. Alors, j'ai une question ici, et plus généralement, j'ouvre, monsieur Nicole. Merci beaucoup. Ça marche. Moi, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est pour contester un peu la comparaison que vous faites de l'OTAN sous Trump avec le pacte de Varsovie. Parce qu'il me semble que la bonne comparaison, c'est Trump-Poutine. Poutine est un révisionniste de l'ordre européen, Trump est un révisionniste de l'ordre européen et de l'ordre mondial. Donc les deux sont des autocrates révisionnistes. En revanche, le pacte de Varsovie, c'était quand même un État qui occupe militairement des pays qui n'étaient ni souverains, ni libres, ni capables de se défendre, ce qui n'est pas du tout le cas de l'OTAN. Autrement dit, cette comparaison laisse entendre que les Européens sont foutus, que les Européens n'ont ni moyen de se défendre, ni moyen, ni souveraineté pour réagir, ni force militaire même pour contre-attaquer, ce qu'il faut. Et donc, moi, je trouve que la comparaison, elle est dangereuse parce qu'elle laisse entendre que les pays de l'OTAN sont absolument des ectoplasmes sans réaction. Ça, c'est mon commentaire. Ma question, c'est justement sur l'Union européenne. Vous avez parlé beaucoup des alliances et vous n'avez pas parlé de l'Union européenne, qui n'est pas simplement une union, mais qui est une alliance militaire, comme vous le savez, puisque dans le traité, il y a 2 articles, le 222 sur l'assistance mutuelle et l'article 47.2 sur l'article 5. Simplement, ce traité dit qu'en temps normal, cette question de défense est dévolue à l'OTAN. Si l'OTAN n'existe plus ou si l'OTAN faillit, puisque quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on change de monde, à ce moment-là, c'est donc la fiabilité et la crédibilité de l'Union qui augmentent. Et donc, ma question est, est-ce que vous pensez que dans un avenir très proche, d'ici le sommet de l'OTAN de juin prochain, nous aurons une Union européenne militaire qui pourra damner le pion aux Américains? Merci, Nicole. Je regarde un peu par là. Oui, monsieur. Voilà, passez la parole. Et je regarde toujours par là, donc excusez-moi. J'ai un tropisme. Allô, merci pour votre intervention et à l'organisateur pour cette organisation. Ma question se porte sur les États, les actes non étatiques. Comment voyez-vous la possibilité de les États, les actes non étatiques comme organisations criminelles, insurgées ou terroristes rejoindre alliances militaires avec les États ou entre eux? Parce qu'on voit maintenant, ce n'est pas l'État qui détient l'usage de force aujourd'hui. On voit d'autres actes non étatiques qui détiennent l'armée, tout ça aussi. Donc, comment voyez-vous cette évolution? Est-ce que dans le futur, on va voir l'alliance militaire entre les États, les actes non étatiques? Oui, merci. Merci, monsieur. Alors, une troisième question. Qui est là? Oh, très bien, je n'ai pas fait attention, mais le micro circule. J'ai vu que là, il y avait un groupe. On vous passera le micro tout à l'heure. Alors là, on ne voit même pas parce qu'on est tous les deux complètement irradiés par le projecteur.
Donc, vous bénéficiez de l'anonymat complet. Tant mieux, merci. C'est pour rebondir sur la question de madame. Alors, déjà, quand vous avez évoqué qu'on résisterait militairement aux États-Unis, ça a fait rire dans la salle. Je peux vous assurer qu'on n'est pas si mauvais quand même. On sait faire des trucs. Donc, pour rebondir sur la question, si les États-Unis abandonnent l'OTAN, est-ce que, selon les critères de fiabilité que vous avez présentés plus tôt, est-ce qu'une alliance peut se maintenir sans un hégémone incontestable? Merci. Merci. On rejoint la question de cours. Ouais, on peut. Sur la question du pacte de Varsovie, en fait, ce que je veux signifier, c'est un changement d'attitude de l'hégémone, justement, qui peut avoir tendance à considérer ses alliés comme, comme en fait tout à fait dispensables et à qui on peut imposer quelque chose. C'est ce qui se passe. Enfin, c'est peut-être ce qui va se passer avec le Groenland. Je veux dire, moi, je peux vous garantir, je suis à l'Institut des opérations militaires de Collège danois de défense. Ma première semaine, c'était bon, comment est-ce qu'on forme les officiers à se battre contre la Russie? La deuxième semaine, ça a été ah ouais, peut-être qu'en fait, il va falloir qu'on repense la défense du royaume. C'est pris extrêmement au sérieux. Et donc, enfin, je pensais pas un jour. Je vous garantis, le Danemark, ils n'ont pas les moyens de se défendre contre les États-Unis. La question, c'est est-ce que les autres États européens viendront éventuellement à leur secours? Et alors, juste sur cette question, Le Groenland. Ouais, sur le Groenland. On y est. Je crois que j'en avais parlé tout à l'heure, mais sur la question, les États européens ont demandé à la Commission européenne de faire profil bas dans la relation avec les États-Unis parce qu'ils avaient peur d'afficher la dissension européenne sur la question, et notamment que la Hongrie et l'Italie, de manière très explicite, disent non, pas du tout, nous on n'est pas du tout pour la solidarité européenne, on est d'accord avec l'attitude des États-Unis. Donc il y a un enjeu de crédibilité et de confiance en interne qui, à mon avis, est important. Je ne sais pas ce qui est sorti de la réunion aujourd'hui. Je pense qu'on le lira avec je ne sais même pas si c'est sorti pour l'instant. Je pense qu'on le lira avec attention. Mais en tout cas, du point de vue danois, il y a un vrai manque de confiance dans un certain nombre de membres actuels de l'Union européenne. Et ça, enfin, je veux dire, on peut trouver qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la perception en interne de est-ce que je peux faire confiance à mes partenaires européens ou pas. Et donc là, je pense qu'on rentre quand même dans une autre dans une visibilisation encore plus forte des accords européens sur la question. Et ce qui m'amène d'ailleurs à la question de la crédibilité de l'Union européenne. La crédibilité, elle est aussi liée aux capacités. Et de facto, la défense européenne, c'est principalement les États-Unis. On sait que ça avait été calculé par le Ballet, si les États-Unis se retirent complètement de la défense du continent européen, il faudrait que collectivement les États européens dépensent annuellement entre 220 et 280 milliards de dollars supplémentaires seulement pour compenser le retrait américain, pas pour augmenter les capacités, seulement pour compenser le retrait américain. Alors, il faudrait refaire le calcul parce qu'il y a eu un peu une augmentation des budgets depuis 2020 où l'étude est sortie, mais on est sur, à la fois en termes de volume et aussi en termes de capacité critique sur les feux à longue portée, les capacités d'observation, les capacités de planification. Collectivement, les Européens ont un certain nombre de manques et qui en fait vont être difficiles à combler, notamment d'ici juin 2025. Ils vont pas être comblés d'ici juin 2025, ça c'est sûr. Ce qui d'ailleurs pose une question qui, moi, ça fait partie de mes petites obsessions générales, mais on n'a pas, ou en tout cas je ne connais pas, de discussion sur les opérations militaires au niveau européen, dans le sens où la manière dont on conçoit, la manière dont on va se battre, en réalité, on le conçoit de manière transatlantique. C'est fait à ACT, c'est fait avec l'hypothèse, le commandement allié pour la transformation, qui est ce commandement de l'OTAN qui est censé réfléchir au futur des opérations, au futur de la guerre. Mais je ne suis pas sûr que la manière de se battre des États-Unis
qui est sur un modèle d'intégration des forces aériennes, des forces terrestres et des forces navales, correspondent à la fois aux capacités des Européens, ça c'est sûr, mais aussi aux besoins militaires des Européens. On a une géographie différente, une géographie militaire différente, et à ma connaissance, il n'y a pas de forum européen sur lequel on échange entre Européens sur une manière de conduire la guerre ensemble qui ne soit pas informée par l'hypothèse fondamentale du soutien américain. Et ça, je pense qu'on a besoin de créer très très vite ce forum de discussion collectif parce qu'il n'existe pas à ma connaissance et à mon avis, on va être confronté au problème assez vite. Ce qui rejoint une note de mes enjeux, mais le modèle de planification de l'OTAN basé sur les capacités, donc on dit tel État doit générer telle capacité, ainsi de suite. Quand on confronte à la réalité de la géographie, notamment de la région baltique, il atteint assez vite ses limites et on a besoin, d'une manière plus générale, de repenser notre planification de défense, mais ça va ailleurs. Les acteurs non étatiques. Et est-ce qu'on peut faire des alliances avec les acteurs non étatiques? En fait, il y a un enjeu déjà de droit international, au sens où, par définition, les acteurs non étatiques ne sont pas reconnus comme des États par les autres membres de la communauté internationale. Et a priori, une alliance, juridiquement, elle se fait entre États souverains, donc qui sont mutuellement reconnus. Donc juridiquement, moi si je me trompe, mais je ne vois pas de moyen juridique de créer une alliance qui serait entre acteurs souverains et acteurs non reconnus comme étant souverains par la communauté internationale. Ça ne veut pas dire qu'en pratique, des États n'établissent pas des coopérations militaires avec des acteurs non étatiques qui peuvent servir leurs objectifs. C'est par exemple en termes de guerre par proxy, où on va s'appuyer sur un acteur non étatique local pour faire avancer ses intérêts. On a vu ça en Syrie à peu près dans toutes les directions, avec beaucoup d'acteurs étatiques qui se sont appuyés sur des acteurs non étatiques locaux. Mais ça n'en fait pas juridiquement des alliances. Ça en fait des partenariats militaires, ça en fait des coopérations, mais ça n'en fait pas juridiquement des alliances en tant que telles. Alors là-dessus, je suis peut-être conservateur du point de vue du droit international, mais en tout cas, je ne vois pas de moyen juridique de créer une autre forme, en tout cas dans la configuration actuelle de ce qui est le système international et le droit international. Est-ce qu'une alliance peut fonctionner sans hégémone? En principe, oui. C'est juste qu'en moyenne, les alliances où il n'y a pas d'hégémone, elles durent beaucoup moins longtemps et en général, elles sont plus petites. Donc, est-ce que la question, c'est est-ce que l'OTAN peut fonctionner sans les États-Unis? Ça peut. Le degré d'institutionnalisation fait que je pense qu'il y aurait des procédures, il y aurait des réunions, des comités qui continueraient à avoir lieu d'une manière générale parce que, comme je disais, c'est une alliance qui est très institutionnalisée. Je pense qu'obtenir des positions communes serait objectivement plus compliqué. Voilà. Donc, je pense que le fonctionnement serait quand même grippé. Ça ne veut pas dire que l'alliance disparaîtrait immédiatement si les États-Unis se retirent. L'alliance peut continuer à exister en tant que telle, même si un membre n'est plus dans l'alliance elle-même. Mais je pense que le fonctionnement quotidien serait plus lent et plus compliqué à établir des décisions. Ouais, je pense que ça serait plus difficile. On a le modèle de l'Union européenne et il faudra un directeur. Voilà, faudrait un directoire. Faudrait un directoire. Alors, ça, il y a beaucoup d'États qui n'en veulent pas. Si tu es d'accord pour une dernière question, je te laisse choisir parce que ça me donne la responsabilité. Parce que je vois plein de mains qui se lèvent. Ah, peut-être madame. Allez, voilà, parce que voilà, très bien. Vous avez appelé, voilà. Merci d'avoir retenu ma question. Je voudrais juste revenir sur le Groenland. Ouais. J'ai cru comprendre que l'Union européenne avait demandé à certains pays d'assister le Danemark. Je voulais savoir si certains pays avaient répondu positivement. Et l'autre question, c'est est-ce que les Groenlandais ont envie de la protection européenne ou bien quel est leur désir vis-à-vis des États-Unis? Oui, ok. Alors, merci beaucoup. Sur la demande, notre propre ministre, je crois, s'est exprimé des Affaires étrangères, s'est exprimé publiquement en disant qu'il y avait eu une discussion sur l'envoi potentiel de troupes françaises au Groenland. Je n'ai pas suivi s'il y avait eu d'autres prises de position d'autres États européens.
Donc ça, faudrait vérifier. Je sais pas, j'ai juste suivi celle de notre Premier ministre, mais je sais pas pour les autres. Par contre, il y a eu effectivement une tournée de Mette Frederiksen, donc la première ministre danoise, qui allait en Allemagne, qui était en France. Donc, elle a quand même essayé de s'assurer d'un minimum de coordination et de soutien. Sur les Groenlandais, alors c'est une situation post-coloniale. Il faut être très clair. C'est une difficulté pour le royaume de gérer les relations parce qu'il y a tout ce passé colonial qui complique les interactions. Pour vous donner un exemple, c'est la première fois qu'au Folketing, donc au Parlement danois, il y a une représentante du Groenland qui ne parle pas danois, donc qui s'exprime en groenlandais. Et ça a créé tout un débat sur est-ce qu'on peut faire une traduction simultanée ou pas, quelles sont les règles officielles qui doivent s'appliquer. Donc, on est toujours dans ces situations-là. Ce qui ressort des sondages d'opinion qui ont été publiés là, ces 2-3 dernières semaines, 90% des Groenlandais ne veulent pas être américains, ce qui ne préjuge pas de leur volonté d'indépendance. Ce sont deux choses différentes. En tout cas, clairement, ils ne veulent pas être américains. Est-ce que le Premier ministre actuel va mettre la question à un référendum en avril? C'est pas impossible. Un certain nombre de partis groenlandais peuvent voir ça comme une opportunité de remettre la question d'indépendance à l'agenda politique. Sur est-ce qu'ils veulent un soutien européen, ça, j'avoue, je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que j'ai vu passer en termes de sondage, c'était est-ce que vous voulez être américain? Et la réponse est très clairement non. Sur la question de l'adhésion au Danemark, c'est fluctuant, c'est toujours voilà, ça dépend des contextes et des partis, mais ce sont deux questions séparées. Merci beaucoup, merci Olivier. Pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir posé les questions, lundi prochain, vous pourrez les adresser à Camille Grand, qui est ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Venez aussi nombreux, parce que comme vous le savez, par rien des situations budgétaires de restriction, plus de ça, le budget même de notre pays n'est pas encore voté. Et donc, le chauffage s'arrête généralement à 18h. Mais grâce à vous tous, on a eu suffisamment chaud, Olivier, je crois, ce soir. Merci beaucoup.